Yo yo yo, est-ce que vous nous entendez bien les potes? Bien, mais j'ai l'impression que ton micro troll d'office, alors qu'il n'y avait pas de Ah souci. ouais? Non, c'est bon. Faut pas que tu t'éloignes trop de ton micro, mais ça devrait aller. Coucou tout le monde, j'espère Ok. que vous allez bien. Du coup, émission masterclass avec Picsou, comme d'hab. On commence avec de l'AT, on enchaîne après sur de l'actualité et du Fonda. Côté Fonda, on a pas mal de choses à vous raconter. Côté actu aussi, c'est passé des trucs assez drôles, des trucs moins drôles aussi. On va parler notamment du fait qu'Uobi semblerait être illiquide. Ça sent pas très bon pour l'exchange ni pour la mafia de Justinson. On va parler rapidement aussi du rug pull du même coin Bold, parce que pas mal de gens en parlaient en début de semaine. On va parler des histoires autour du protocole DeFi Curve, même si je suis pas le plus à l'aise avec ce sujet-là, je vous expliquerai ça dans les grandes lignes. C'est quand même un sujet qui est assez intéressant sur la DeFi en général. Et puis d'autres sujets, hein. Donc on va commencer à dire bonjour à tout le monde. Est-ce que vous allez bien, le chat? Est-ce que tu m'entends peut-être un peu plus fort? Ouais, mais c'est pas un problème de force. J'ai l'impression que c'est peut-être pas le bon micro. Peut-être pas le bon micro en fait. Et choose. Regarde. En attendant. Ah oui. C'est peut-être mieux là. Ah oui, c'est nettement mieux. C'est Ok, beaucoup mieux, voilà. non Vous voyez, on est réactif, on règle les problèmes. Non, là, ça devrait être bon, les potes. Tu limites peut-être un peu trop fort, là, ça devrait être carré. Merci au Nickel. sub, merci beaucoup à Sedmike, 24e mois, la petite dinguerie. Yo, Sedmike. Yes Forever aussi, 18e mois, merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir. Puis voilà, comment ça va, Capette? Bah écoute, moi ça va super, j'ai passé une semaine au top, beaucoup de taf à faire début de semaine, je me suis bien amusé en fin de semaine, j'ai ma chaîne Capette Crypto qui marche du tonnerre, donc c'est une très bonne surprise. Et on fera un point également sur le club Coin Academy, puisque t'étais pas dispo la semaine dernière, donc j'aimerais bien qu'on refasse une petite passe dessus. Le Discord se remplit. Et ça fait plaisir. Je vous mets le lien dans le chat de la chaîne de Capette si jamais le frérot qui a lancé sa chaîne, donnez-lui un petit peu de force. J'ai vu que vous avez déjà donné de la force, hein, quasiment à 1000 abonnés, ça fait plaisir. Ouais. Surtout qu'elle a lancé la chaîne il y a pas si longtemps que ça. Ça fait Et de pas toute façon, je longtemps. me fais pas trop de doute sur le fait qu'elle performe bien et que les gens kiffent. Donc voilà, des formats vraiment axés Fonda. Et Oui. puis du Capette full crypto sur YouTube, ça régale. Il y avait déjà pas mal de choses sur Coin Academy, mais là, ça va être l'occasion de faire aussi des formats un peu plus solo de ton côté, peut-être un peu plus structurés que lorsqu'on fait la masterclass où on doit passer vite sur les choses, on n'a pas forcément le temps de Exactement. dig tout. Donc voilà, merci Drazi pour le sub, 17e mois. Aïe, je me sens vieux là quand je lis des 17e mois, des C'est un truc 10e de ouf, mois hein. et tout. Ça fait plaisir, mais le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Le temps passe vite et puis on commence à être rodé. Tu vois, ce qu'il y a de rigolo aussi dans ces formats de vidéos crypto. Donc, comment ça se passe? Je fais des live Twitch et puis après, on fait un condensé propre du live Twitch avec le timestamp et tout. Et tu vois, sur la dernière vidéo, il y avait des projets où j'avais beau diguer un peu, je ne comprenais pas les projets. Je disais, bon, bah, on va se les Mais garder ça arrive, de hein. côté et on verra ça avec Abdel. Et tu vois, j'ai reçu un message sur Telegram d'un gars qui m'a fait directement l'analyse du projet sur Telegram. Tu vois. Donc, Ok. on est à un niveau de Solide. privilège. On a un niveau de privilège absolument exceptionnel. Coucou à toi, en tout cas, si jamais tu écoutes l'émission. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'on fait plus de fondas. C'est des formats qui sont vraiment cool. Pas mal de boulot. Le média, il avance bien. Bref. Et puis, toujours tout le monde au rendez-vous dans le chat. Donc, ça fait plaisir, ça aussi. Bon, je passe le petit coucou à tous ceux qui sont là. Erratic, Cydia, Calo, Freeviancer, Alex, MinGD24, Kamel Kams, Frankie Love évidemment, Ressus, Monk25, Smi56, Polo, Punk, Bouddha, Gravity 34, Chugdad 72. Ah ouais, il y en a qui sont pas là pour rien. Non mais en tout cas un plaisir et puis même j'avais pas pu me rendre ultra dispo dernièrement parce que j'avoue que j'ai assisté à un mariage. Donc voilà, je vous aime bien les potes et frérot, t'es le sang, mais le mariage c'est pas mon mariage évidemment, mais c'est le mariage d'un de mes amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a genre 5 ans, donc c'était important d'être là pour le ref. C'est important. Et puis, bah écoute, de toute façon, ça s'est bien passé. Moi, maintenant que j'ai lancé cette petite chaîne Capette Crypto, je tenais absolument à la lancer pour avancer sur cette formation vidéo Bitcoin. Et bah écoutez, la prochaine priorité, ça va être ça. D'ailleurs, j'ai revu des potes d'enfance et ils me disaient, putain, Capette, des fois, on passe sur tes lives, genre masterclass et tout. On essaie d'y comprendre tes cryptos, mais en fait, t'enchaînes 3 mots et au 4e mot, tu mets un terme technique et j'y capte rien et je me casse. Tu fais OK. Bah après, faut bah, poser les questions dans le chat. Hein. Quand c'est pas clair, faut pas avoir peur de poser des questions, même si c'est des questions qui peuvent sembler basiques pour certains. On est là pour expliquer un petit peu ça à tout le monde. Donc après, il faut trouver un compromis et un juste milieu entre pouvoir intéresser les gens qui sont actifs dans l'écosystème et qui ont fait leur devoir et les gens qui débutent. Mais On
est trop loin. On est trop loin. Donc, on va reprendre les. Après, on n'est bases, pas trop loin, on n'est pas trop loin. Quand je vois certains, le niveau qu'ils ont et tout, c'est hyper inspirant. Mais Ouais, côté Si- technique, bien sûr. ouais. Merci à Tony aussi pour le sub, 21e mois. Tony qui a fait l'intro Coin Academy, qui m'aide beaucoup sur toutes les interviews, les highlights, qui nous aide constamment sur la vidéo, qui nous a aidé à filmer la conférence Coin Academy RL, qui est d'ailleurs disponible pour les membres du club. C'est incroyable. Je me demande à quel point ça a bien vieilli ces conférences-là. J'ai pas pris le temps de re-regarder, mais ouais, on a fait était un à bout peu de près chemin dans le depuis bon. ces conférences-là. Donc, Normalement, on était à peu près dans le bon parce qu'on était déjà en train de se manger le beurre et on avait des gens comme Julien Bouteloup qui disaient clairement si vous pensez que là on a morflé, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Et puis tu vois, quelques mois plus tard, on s'est mangé le crash de FTX. Donc effectivement, et Ouais. je pense que ça a bien vieilli. En plus, il y avait de tout. Il y a des interviews aussi. Rassurez-vous, pour les gens qui sont pas membres du club, on va retravailler ces interviews et les mettre publiquement. C'est juste qu'on essaie de proposer un petit peu d'exclusivité pour les membres du club en un premier temps. Et Par puis, exemple, ici, voilà. LUSD de Liquidity ou même l'analyse Arbitrum était disponible il y a au moins une semaine ou il y a 10 jours sur le club, donc dans cette section-là. Et on l'a publié du coup en version donc publique accessible de tous là à l'instant. Donc en fait, le club en soi, c'est des contenus qui sont exclusifs, mais aussi c'est des contenus avec un accès anticipé. Et l'objectif, c'est de vraiment pouvoir vous mettre au centre de Coin Academy et vous donner aussi un droit de parole. C'est pour ça que les NFT vont en plus de servir de petits NFT sympas à collectionner pour collectionner un petit peu l'histoire de l'écosystème et de la crypto, l'objectif c'est aussi de vous donner un droit de vote sur certaines choses. Et donc là on est en train de travailler sur une petite DAO bien sympathique. Et l'objectif in fine c'est de vous permettre d'avoir un droit de parole, comme j'expliquais, sur certaines parties de Coin Academy, sur les thèmes qu'on aborde, etc. Nous, ça nous permet d'avoir des gens qui sont engagés, qui sont sondés sur ce qui les intéresse ou pas. Et j'ai tendance à croire que ça peut être assez représentatif de ce que les gens ont envie de voir sur Coin Academy. Et puis, on bosse sur aussi d'autres choses qui vont donner une sorte de valeur intrinsèque à ces NFT-là. Dans tous les cas, nous, notre objectif avec les NFT ici, c'est pas de faire une tonne d'argent. Je pense pas qu'en vendant des NFT à 25$, on va devenir les plus riches de la Terre. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer en fait une communauté engagée qui nous conseille et aussi qui a des privilèges, à savoir des contenus exclusifs. Donc il y a Capet qui a fait d'ailleurs une analyse fondamentale sur le mois de juillet où il revient sur plein de projets, plein de choses qui sont passées dans l'écosystème. On a eu toutes les conférences Coin Academy RL, on a toutes les interviews de l'ETHCC qui sont disponibles en avance. Et puis voilà, donc c'est un bon petit début. Et pour ceux que ça intéresse, je le mets quand même ici. C'est disponible du coup directement sur ce site-là. On vous explique exactement ce qu'il y a dans le club pour ceux que ça intéresse. Et puis j'espère que certains nous rejoindront. Mais voilà, comme j'ai expliqué, le but tu peux aussi leur envoyer l'accès au Discord parce qu'il y a quand même une partie publique sur le Discord avec donc, le bouton rejoindre le club en haut à droite. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre la partie publique et gratuite du club directement avec le lien Discord que je vous ai mis dans le chat, donc sur mon chat et celui de Capet. Et le fait de rejoindre le Discord, ça ne vous engage à absolument rien, si ce n'est profiter de quelques informations supplémentaires, discuter avec des gens dans l'écosystème, être au courant de tout ce qu'on sort sur Coin Academy, y compris les contenus qui sont en accès anticipé, qui deviennent publics par exemple pour les gens qui visitent Coin Academy, etc. Donc voilà. Et personnellement, je suis très content de ce qu'on fait sur le club. Évidemment, c'est un début. Donc là, on a fait un début avec pas mal de contenu, mais ça va continuer à être nourri. Mais je suis très content du début. On commence à avoir, je crois, on a une quarantaine de membres, une cinquantaine de membres, quelque chose comme ça. Sur le club, c'est possible. Ouais, je crois qu'on doit être sur quelque chose comme ça. Et là, on a la collection NFT, donc ici sur Harible, avec tous les NFT qui ont été mintés. Et c'est stylé parce qu'en fait, il y a plein de plein d'articles différents qui ont été mintés, qui donc servent de carte de membre pour accéder au club. Et je trouve, ça revient pas mal sur SBF parce que je pense que c'est assez marrant. Mais il y a plein de news assez intéressantes qui. C'est quoi d'ailleurs la dernière news qu'on a mint La dernière news qu'on a mint, c'était c'est celui-là. UST de Terra dépasse le BUSD, devient le 3e stablecoin. En fait, vous mintez que des trolls, j'ai remarqué. Hein. Ouais. Enfin, des trolls. Non, mais voilà, mais en tout cas, c'est agréable et puis je trouve que c'est une belle référence à l'écosystème. Bon, vous aurez compris, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez le Discord dans le chat, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis voilà. Et bah écoute, on est parti pour la thé, je pense. Et comme
comme le disait plus tôt Léo, hein, si vous avez des questions, des choses qui sont pas claires, vous n'hésitez surtout pas. On fait pas un cours magistral. On a effectivement pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui, mais le but c'est que ce soit interactif avec vous. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit, comment dire, le NFT de SBF Chauve, c'est le meilleur. Bah pour le coup, c'est moi qui l'ai minté. Je sais plus où il est. Ouais, c'est celui-là. Il est priceless. Ouais. Il fallait que je le mine celui-là. Pour vous donner le contexte, d'ailleurs, on va en parler après dans l'actualité, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de spéculations vis-à-vis du fait que potentiellement, quand il y avait eu le fork de Uniswap qui s'appelait Sushi, il y a eu une histoire comme quoi le fondateur d'Uniswap, il a voulu se barrer avec la caisse et après il s'est fait monter en l'air par tout le monde. Et au final, il aurait refilé les clés privées de Sushi à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, bah, c'est SBF. Ce qu'on a su un petit peu plus tard ensuite, c'est que quand Solana a commencé à décoller et le protocole Serum qui était lancé par FTX aussi, eh bien, il y avait un projet comme quoi Sushi allait être déporté sur Solana. Et en fait, avec des effets je crois que ça s'appelle la stylographie, quand tu essaies de voir si tu as la même façon d'écrire entre différents textes, les gens se sont demandé si en fait le gars derrière Sushi c'était pas SBF. Et là récemment encore, le gars derrière le meme Coinball dont on parlera tout à l'heure, il a aussi une façon d'écrire qui est très similaire à SBF. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour SBF ou est-ce que c'est vraiment SBF parce qu'il est toujours pas en prison? Mais du coup il y a des gens qui se sont amusés à faire cette corrélation là et c'est vrai qu'elle est assez folle. Bah, surtout que en fait t'as le Twitter du projet Serum qui a été rebrand, renommé. En tout cas, je crois que c'est quelqu'un qui se l'est pris pour lui. Oui, qui se l'est pris donc pour je lui pense que et c'est qui quelqu'un de la chie les team, Bold. Ouais. exactement, qui parlait de Bold, enfin de Bald, peu importe comment vous le dites, publiquement. Et donc, bah voilà quoi, c'est. De toute façon, on a fait un article assez complet dessus, c'est l'article en question, et on reviendra dessus juste après. Est-ce qu'on commencerait pas sur la partie technique, Capet? Bah écoutez, un plaisir de vous retrouver pour cette petite partie technique. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait extrêmement plaisir. Et bah, tout simplement, un petit coucou à toutes les personnes qui sont sur le live. Donc pour revenir un petit peu sur où est-ce qu'on en est sur le marché, notamment sur BTC, bah pour le coup, moi ce que je vous disais il y a maintenant une semaine ou peut-être un peu moins parce que j'ai quand même fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est que je voulais absolument voir cette clôture ici mensuelle qui nous servait de résistance tenir en tant que support. Pour le coup, on pouvait faire une petite chasse au stop, mais voilà, je voulais globalement voir cette zone verte tenir. Voilà, cette grosse résistance mensuelle, je voulais la voir flip en tant que support. Autrement, on s'exposait à des retracements qui étaient plus profonds selon moi et qui pourraient tout simplement nous faire mal et arriver possiblement sur une dernière phase de capitulation, en tout cas une phase un petit peu plus désagréable, je pense, pour les gens sur le marché. Pour le coup, on est parfaitement sur cette zone verte et en plus d'être une zone de support mensuelle, possiblement, parce que voilà, on a eu un premier rebond, mais c'est pas le rebond le plus convaincant que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est tout simplement les 38% de retracement de toute la hausse. Donc ici, pour moi, c'est quand même une belle localisation sur laquelle j'ai vraiment envie de voir les bulls step in et donc tout simplement acheter et défendre le prix, parce que autrement, comme je vous l'expliquais auparavant, si on n'arrive pas à défendre cette zone ici, je pense que c'est possible qu'on aille retracer toute cette hausse ici. Et globalement, on a eu une bougie ultra bull avec l'effet d'annonce ETF, etc. Notamment aussi avec tout ce qui était Ripple, considération de securities ou pas. Et pour moi, vu qu'on a eu des news super bull avec tout ce qui est ETF, etc., qu'on a eu le S&P qui a continué de grimper, etc., si on n'est pas en capacité de rebondir maintenant et de pouvoir nous propulser plus haut, moi, personnellement, ça m'inquiéterait. Mon scénario, personnellement, il est toujours clair, c'est que tant qu'on tient cette zone verte ici, moi, personnellement, je vise les 38% de toute la baisse, donc à savoir des 69K aux 15K. Et cette zone ici, comme j'expliquais avant, c'est une zone mensuelle qui nous a servi donc de support ici et qui pourrait possiblement nous servir de résistance si jamais on l'atteignait. Donc moi, c'est vraiment ce que je regarde. En vrai, on peut dump à partir d'ici, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mes stop loss, j'ai mes invalidations, tout est carré. Juste, je pense que ce serait assez inquiétant. Surtout que là, en fait, on sort d'une sorte de consolidation de 1 mois. On casse par le bas. Moi, personnellement, si on est bull, certes, on casse par le bas, mais on doit pousser on doit pousser plus haut assez rapidement. Or, là, ce qu'on voit, c'est que globalement, on avait notre bad range ici, notre haut range ici avec une belle déviation qui nous permet de réintégrer et d'aller chercher la borne opposée comme la plupart du temps. Et on voit que ce bas de range ici a été parfaitement retesté avec cette mèche ici. Donc ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on a eu un support ici qui a cassé.
et qui a derrière été parfaitement retesté et défendu de manière assez agressive, parce que ici on voit concrètement que sur la bougie daily, on a été le chercher et puis derrière on a dump instantanément. Donc ça montre un rejet assez important à ce niveau-là, et je trouve que c'est plutôt inquiétant en fait. En daily, je pense que c'est assez clair. Si je regarde les EMA 9, 13, 18, on voit que elles ont croisé à la baisse. On a retesté parfaitement ce niveau de résistance ici, qui était donc un niveau de support auparavant. Donc ici c'est vraiment, si on est bull, pour moi c'est vraiment entre guillemets par anticipation de ce qui pourrait se passer si jamais on arrive à casser une résistance, mais c'est quand même assez agressif. C'est-à-dire que là, on est en train de long un support, mais sans la confirmation que le prix est véritablement énormément de fort. Pour regarder un petit peu plus à court terme, ce qui me semble assez intéressant, vu que y a pas beaucoup de volatilité et que même en termes de low time frame, c'est plutôt clean, ce qu'on a vu, c'est qu'en consolidant sur cette grosse zone verte, on a tout simplement dessiné un beau range ici entre la borne bleue et la borne rouge. Le range, pour moi, il est ultra clean. On a plein de points de contact ici, on a plein de points de contact. Lorsqu'on a fait une déviation et réintégré avec un retest parfait, on a été chercher le bad range. Pour le coup, c'est pour moi un des meilleurs endroits pour être bull si on cherche une continuation à la hausse assez rapidement. Pourquoi ? Parce que en fait, pour moi, si on commence à passer sous cette mèche ici, on ira probablement chasser sous cette mèche ici, et si c'est le cas, personnellement, je m'attends à une accélération à la baisse. Donc, pour moi, on est bull et on a tendance à défendre et acheter un bad range suite à cette chasse au stop ici. Pour derrière viser plus haut, à ce moment-là, notre invitation, c'est sous cette mèche ici. Et donc, voilà, à ce moment-là, on va chercher au moins le haut de range, voire plus haut. Soit cette zone ici casse, et à ce moment-là, je pense qu'on aura une accélération à la baisse. Quelques points qui me semblent importants de noter et qui permettent d'avoir un petit peu d'espoir du côté bull, c'est notamment le fait qu'on accumule plein de highs qui ne chassent pas les précédents. Dans le sens où, tu vois ici qu'on a fait un sommet, on a été retesté proche de ce sommet, mais on n'a pas été le chasser. De même, on a été repoussé ici, mais on n'a pas chassé le dernier sommet. Et c'est à peu près la même chose qu'on a fait ici. On a été chercher pas mal de liquidités qui s'accumulaient ici. Et puis derrière, on a une grosse réintégration, donc ça, c'était assez bear. Mais pour moi, on accumule pas mal de highs qui n'ont pas été chassés. Et ça, personnellement, personnellement, j'ai du mal à croire que ces highs ne se fassent pas chasser. J'ai tendance à croire que lorsqu'on accumule des highs qui ne chassent pas les précédents de cette manière-là, c'est une zone dans laquelle on va retrouver pas mal de liquidités, et en général, le marché est attiré par les liquidités. Donc, je pense personnellement qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher ces highs, même si on devait pousser plus bas. Le scénario bull que je joue actuellement, ce serait probablement un truc comme ça, où justement on arrive à s'affranchir de ces liquidités, de ces stops vendeurs, et puis derrière, j'ai pas forcément énormément de conviction. C'est-à-dire que je sais pas si derrière on va avoir un rejet et ce sera vraiment le bon moment pour nuke, une fois qu'on aura chassé tous les où est-ce qu'on aura la force de pousser plus haut assez rapidement. Évidemment, tout peut être catalysé, excusez-moi, avec des news qui sont positives, dans le sens où, je sais pas, on a un ETF qui est validé sur Bitcoin ou quoi que ce soit, ça peut être assez positif, ou même d'autres choses, je sais pas, des banques qui font faillite. Historiquement, on a vu que dernièrement, ça faisait pas mal d'effets sur le prix. Mais voilà, pour moi, c'est trop difficile d'être baissier ici, c'est-à-dire que certes, j'ai pas des éléments ultra bull pour backer mes scénarios, mais en même temps, shorter un bas de range ici, donc un support après une chasse au stop ici, pour moi, c'est pas envisageable. Donc, à la limite, si je devais shorter et que j'avais une conviction baissière, j'attendrais soit qu'on aille chercher à nouveau le haut de range ici, suite à cette chasse au stop de ces petits highs, et donc à ce moment-là, on joue un range classique et on veut chercher à pousser plus bas, soit on attend tout simplement que ces highs se fassent chasser. Mais pour moi, c'est tout simplement impossible de shorter ici. Le bon moment pour short, c'était probablement au moment de cette réintégration-là. Même là, il y a des gens qui disent que c'est possible de short, mais moi j'aurais pas vraiment short ici, parce que vu le nombre de highs qu'on accumule et qu'on n'a pas été chassé, personnellement je m'attendais à ce qu'on déborde avant dump. Donc voilà, ça c'est pour BTC. Donc en soi, on avait un beau range ici pendant un mois, on l'a cassé par le bas, on l'a parfaitement retesté sous forme de résistance, donc le bas ce range qu'on a cassé. Et donc maintenant, pour moi, on situe un niveau crucial en monthly qu'il faut absolument défendre. Et dans le cas où il n'est pas défendu, personnellement, à moins qu'on accélère à la baisse et qu'on reclaim rapidement cette zone verte ici, ce qui est envisageable. Mais pour moi, si on commence à avoir de l'acceptation ici, pour moi, ça pue. Vraiment, ça pue. Surtout avec tous les événements positifs et le S&P qui était dans de bonnes dispositions. Et à ce moment-là, j'irais probablement chercher plus bas, donc sous 24K, voire 21K, quelque chose comme ça. Mais voilà, je veux absolument voir cette zone ici tenir, ou un débordement vers le bas qui nous permet de la récupérer. Mais pour moi, c'est vraiment le point pivot, quoi.
Donc ça, c'est pour BTC. Sur Ethereum, c'est plus ou moins similaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, ce high, il nous a servi de résistance à de nombreuses reprises. On a vu qu'il y a eu pas mal de retests ici à ce niveau-là. Je pense que si jamais on reteste ici cette zone rouge en tant que support ou qu'on va déborder au-dessus de ce high, ce sera vraiment pour pousser beaucoup plus haut et probablement les 2400-2500 dollars. Et d'un point de vue bull, d'un point de vue mensuel, moi, j'ai pas envie de voir ces 1700 dollars cassés. Ok, on a eu des chasses au-dessus de ce gros niveau monthly ou même weekly avec du rejet. Mais si jamais on va dans cette zone verte ici, je pense que j'irai chercher un long. Pourquoi? Parce qu'en fait, si cette zone verte ici casse, je pense qu'on ira probablement plus bas, genre bien plus bas, mon scénario sur BTC. Et donc, à ce moment-là, j'aurai une invalidation plutôt claire si jamais je me positionne à l'achat ici. Moi, personnellement, je pense pas qu'on doit rechasser sous cette mèche ici autour des 1630. Pour moi, ça, c'est un lot qui est plutôt, qui est plutôt bon. Et pourquoi il est plutôt bon? Tout simplement parce qu'ici, on a une grosse zone qui nous servait de résistance ici en mensuel. On a débordé cette zone et on l'a retesté parfaitement en tant que support. Pour moi, si on commence à retester le prix, ou en tout cas le point bas qui a été le retest parfait de cette résistance en tant que support, pour moi, c'est probablement qu'on ira nuke et qu'on aura, je sais pas, une sorte de déviation du style résistance ici, et là, on a de l'acceptation en dessous, et donc on voit une sorte de déviation en monthly qui nous permettrait peut-être d'aller plus bas ou de faire mal à beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que en soit sur Ethereum, je veux absolument voir cette zone verte tenir. Et si jamais on va pas aller chercher, j'aimerais tout simplement qu'on aille récupérer cette zone rouge ici en tant que support. Et à ce moment-là, je pense que je prendrai un méga swing jusqu'aux 2400-2500 dollars. Encore une fois, c'est que mon opinion, mais c'est comme ça que je perçois le marché actuellement. Peut-être regarder un petit peu plus à court terme. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on avait plein de lots pareils qui s'accumulaient. Donc plein de stop loss d'acheteurs qui étaient probablement positionnés sous ce lot. Pour le coup, ils ont tous été chassés. Et en soi, pour moi, on n'a pas vraiment de lots qui sont clés à aller chasser pour faire mal plus bas. Et en même temps, sur toute cette descente, en fait, on a accumulé plein de highs qui ne chassent jamais les précédents et au-dessus desquels on peut probablement trouver des stop loss qui donc représentent de la liquidité. Souvent, quand je vois autant de highs s'accumuler et des highs qui ne chassent pas les précédents, ça me donne beaucoup plus de conviction dans mes trades, ici en long, mais ça aurait pu être aussi l'inverse, dans le sens où j'ai vraiment du mal à croire que dans le cas où on devait avoir un scénario baissier qui nous mènerait genre bien en dessous de 1600 dollars, je pense qu'on aura chassé ces highs d'ici là. C'est-à-dire que on a plein de gens qui sont en short et qui sont à l'aise, mais pour moi, on aurait plus intérêt à pousser les chasser pour derrière se retourner plutôt que de les laisser dans le train qui est actuellement plein. Le marché, il aime bien chasser un maximum de personnes, puis aller dans le sens qu'ils avaient initialement en tête. Donc voilà, en plus de ça, on est sur un gros niveau de support après avoir chassé. On a été chassé à nouveau à court terme sous ce lot ici, avec cette mèche ici. Et on accumule encore une fois, même à court terme, pas mal de high à les chasser. Donc personnellement, si on commence à retester à nouveau cette zone bleue, je pense qu'on ira chasser les lots qu'on a accumulés ici et je pense qu'on accélérera, on ira accélérer à la baisse. Un peu comme ce que j'ai en tête, en fait, tout simplement sur... mais pour moi, en fait, d'un point de vue risk-reward et point d'extrême pour se positionner sur le marché, je trouve que c'est pas dégueu pour les bulls. Et d'un point de vue bear, pour moi, c'est hyper compliqué de shorter dans cette localisation. C'est-à-dire que tu shortes un support qui a chassé des lots qui étaient hyper importants par le passé. On a même vu des chasses de stop loss à court terme. Donc, je sais pas à quel point le train est rempli de bulles sur Ethereum, mais j'ai tendance à croire qu'il a sorti déjà pas mal de gens et c'est pour ça que moi, je vise plutôt des highs à chasser. Je dis pas que pour moi, on va aller plus haut, mais c'est juste que d'un point de vue risk-reward et de liquidité qui s'accumule, moi, personnellement, c'est impossible de shorter ici. Je peux pas shorter un support, en fait. Je peux pas shorter un support après plein de chasses au stop. Donc, concrètement, c'est comme ça. Si le marché doit baisser sans moi, il baissera sans moi. C'est fine. Après, tout est toujours une question de comment vous agissez sur le marché. Est-ce que vous êtes des traders ou est-ce que vous êtes des investisseurs? Si vous êtes des investisseurs, globalement, ça n'affecte pas votre manière de vous comporter sur le marché. Je pense que vous avez tous plus ou moins un DCA qui est en place, donc ça change absolument rien pour vous. Par contre, d'un point de vue trading, d'un point de vue plus court terme, ou de personnes qui cherchent à optimiser leur performance, il est clair que pour moi, ici, il y a quelque chose à jouer. Et si jamais on perd, même si on va un peu plus bas, j'essaierai de chercher un long au-dessus de ce lot ici pour le défendre et derrière, justement, jouer cette poursuite à la hausse. Donc, en fait, j'ai pas
de gros signaux de force d'un point de vue marché. Je suis même surpris qu'on soit, entre guillemets, aussi faible à ce niveau-là, même si on a chassé des highs, etc. Et j'ai vraiment envie de voir les bulls prendre du territoire et se positionner assez rapidement. Surtout d'un point de vue weekly, on a chassé sous ce low ici. D'un point de vue monthly, on aime bien chasser sous les mèches avant de partir dans un sens. On l'a vu ici à de nombreuses reprises. Donc voilà, pour moi, le niveau clé à tenir sur BTC, c'est les 29 000 $. Tant qu'ils tiennent, je pense qu'on peut viser les 36 000, même si ça peut sembler assez agressif. Et donc, tant qu'on tient les 29 000, pour moi, en vrai, les vrais targets, c'est dans un temps les 30 400 et probablement derrière les 36 000. Si on commence à casser cette zone et qu'on n'arrive pas à récupérer la zone verte, là, à ce moment, ça c'est bear. Et pour faire un récap sur Ethereum, tant qu'on tient les 1825, 1830 $, je vise une chasse de tous ces highs ici. Donc, probablement aller chercher au moins les 1890, 1900 $, voire les 1940. Et si jamais cette zone ici casse, directement chercher les 2400 $, 2500 $. Dans le cas où cette zone casse, à ce moment-là, je pense qu'on ira chercher un higher low. Donc, typiquement, aller chercher la reload zone bull, qui est tout simplement la meilleure localisation pour défendre une tendance, ou en tout cas un point extrême de marché. Si jamais on casse les 1825, 1830, je pense que j'irai probablement chercher un long autour des 1720, 1740 pour jouer un higher low et donc viser une poursuite à la hausse ou au moins un rebond pour chasser ces highs s'ils ne sont pas chassés. Si jamais on descend ici et qu'on n'a pas chassé ces highs, je pense que je prendrai une position avec une belle size parce que on arriverait à un point extrême tout en ayant plein d'équité à chasser et ça c'est des setups que vraiment j'aime bien. Enfin d'un point de vue probabilité, je pense que c'est en votre faveur si jamais vous essayez de jouer un long. Donc voilà un petit peu pour ma vision sur BTC et Ethereum. J'espère que j'ai pas été trop long. Juste pour compléter un petit peu sur BTC et Ethereum, j'ai fait un graphe qui donc additionne la capitalisation de BTC et additionne la capitalisation de BTC et d'Ethereum, excusez-moi. Et donc sur cette double capitalisation donc de BTC et Ethereum, on voit qu'on avait une grosse zone de support ici qui a été tenue avant de pousser vers le bas. Cette zone nous a servi de résistance ici, à nouveau ici. Et donc là, on est à nouveau en train de tester cette zone. C'est pour ça que en fait, même au-delà de ce que je vois sur le graphique de BTC d'un côté et d'Ethereum de l'autre, si je fais une sorte de moyenne des deux, on voit que on est aussi sur un point qui est assez critique et en plus de ça on est sur les 38% de retracement de toute cette hausse ici sur les deux. Donc là on a vraiment une belle localisation et après au-delà de la localisation il va falloir voir si le marché est en capacité de nous donner entre guillemets ce que nous on attend. C'est pas parce qu'on a une belle localisation qu'on va forcément nous donner droit au bonheur et à des profits. Ce qui est assez marquant aussi, c'est que sur ce graphe BTC plus Ethereum, on a chassé ce high en fait. C'est-à-dire que sur BTC, en fait, on n'a pas été chercher ce high, mais sur la double capitalisation, en fait, on a été le chercher. Donc, je sais pas forcément comment interpréter cette donnée-là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué en additionnant entre guillemets les deux graphes. Donc ça, c'était pour la partie crypto. J'aimerais juste parler un petit peu des marchés tradis et de vous expliquer un petit peu ce qui se passe de mon point de vue. Sur le dollar, on a une un premier signe de force pour la première fois depuis très longtemps. C'est-à-dire que après la cassure de cette parabole haussière, on faisait que casser des supports, que faire des lower high, donc des sommets plus bas que les précédents et des lower lows. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a tout simplement cassé ce gros support, mais qu'on l'a directement récupéré. Et ça, pour moi, on peut le voir un peu comme un range, donc avec une borne haute du range ici et une borne basse. On a réintégré le range, donc souvent quand on réintègre un range, on aime bien chercher la borne opposée. Ici, on a pas mal de stops qui s'accumulent, donc on a des highs qui ne chassent pas les précédents. Et donc, je pense que tant que cette zone verte tient, ou même si on va la rechercher, je pense que vaut mieux être bull pour viser typiquement le haut de range, ou en tout cas ses liquidités, plutôt que d'être plutôt bear. Si jamais on a de l'acceptation sous cette zone verte-là et qu'on n'arrive pas à tenir, là, je dis pas, mais en tout cas, je trouve que le dollar a repris des forces et certes, on fait toujours des lower highs, mais là, on a l'occasion de faire higher low et possiblement faire un higher high. Et ça marquerait vraiment un gros changement de dynamique. C'est-à-dire que là, on a un premier signe de force, mais ça nous permet pas d'avoir une énorme conviction non plus. Je pense que c'est un premier signe de force, mais c'est pas le signal ultime. Ce qui serait vraiment un bon signal côté dollar et ce qui serait probablement un mauvais signal pour les risk-on, y compris les cryptos et les indices, ce serait qu'on reteste cette zone ici en vert et que derrière, on arrive à déborder ça. Et là, pour moi, c'est vraiment un signal de retournement du marché. Et si le dollar pousse plus haut, même si récemment on a vu le dollar qui poussait vers le haut et le S&P qui poussait en même temps vers le haut, je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment viable, qui peut vraiment continuer éternellement, mais même si on a eu ça, je pense pas que si le dollar pousse éternellement vers le haut, on pourra avoir des indices qui tiennent. Donc ça, c'est pour le dollar. Donc c'est
pas forcément quelque chose qui me rend ultra optimiste sur les cryptos, même si on peut être décorrélé à court moyen terme. Sur le long terme, j'ai tendance à croire que les cryptos sont quand même assez corrélés au dollar et comment ils se portent, etc., ce qui a du sens. D'un point de vue EURUSD, c'est plus ou moins la même chose. On a pas mal de lots qui s'accumulent. On a réintégré sous une grosse résistance qui est celle-ci, plus ou moins. Donc tant qu'on tient cette zone ici en tant que résistance et qu'on n'arrive pas à la déborder, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher ces lots ici. Et donc globalement, c'est le graphe de l'euro-dollar, enfin le graphe du dollar en inversé, à quelques détails près. C'est pas exactement le même, mais voilà. Donc voilà. Et sur le S&P, qu'est-ce qu'on voit sur le S&P? Sur le S&P, on a été chercher l'ultime zone de résistance qui était assez impressionnante. Je pense qu'en weekly, elle est très très claire. Grosse résistance ici qui a été flip en tant que support. Et puis lorsqu'on est repassé en dessous, on l'a retesté 2 fois en tant que résistance. Et c'est globalement la plus grosse résistance proche du sommet historique qu'on a créé. Donc pour moi, c'était, je pense, une belle zone sur lesquelles les bears pouvaient se positionner et avoir un beau risk-reward. Parce que autrement, voilà, hein, il faut le rappeler, on a cassé un range dans lequel on a consolidé pendant un bon moment. Quasiment 1 an. Et donc le fait qu'on casse par le haut, pour moi, c'est quand même un signal qui est assez important. Mais entre-temps, on a cette résistance qui est assez intermédiaire et qui pourrait marquer une sorte de top local et nous permettre de retracer davantage. Moi, personnellement, sur le S&P, j'ai la conviction que le low est in. Et si jamais on a des retracements, etc., j'irai probablement chercher des setup bulls pour chercher un nouvel atterrage, possiblement. Mais voilà, il faut savoir que sur le S&P, on a fait un double top assez clean, dans le sens où vous avez votre premier sommet, votre low, votre deuxième sommet, on a tout simplement un low qui casse le précédent. Et derrière, on reteste parfaitement la neckline de ce double top en tant que résistance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt bear. Je pense qu'on peut le voir ici en line. Vraiment, la structure de double top est assez clean. Est-ce que cette baisse va durer? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à noter, qui est assez important de tenir en compte et de prendre en compte, tout simplement parce que les cryptos sont aussi affectés par le S&P. Si on voit qu'on a des cryptos qui galèrent sous une résistance mensuelle, qu'on a eu les meilleures news d'un point de vue ETF, etc., et que derrière le marché galère et que les indices commencent à retracer, qu'on a un dollar qui est fort, en vrai, c'est un peu inquiétant pour les cryptos. Donc ça remet un petit peu en cause la conviction que je peux avoir sur les cryptos, dans le sens où si on avait des indices qui étaient dans de bonnes dispositions et le dollar qui était toujours aussi faible, probablement permis de prendre une taille de position en longue ici un peu plus importante que d'habitude. Mais en prenant en compte tous ces éléments-là, ça me donne un petit peu moins de conviction, tout simplement. Donc ça, c'est pour BTC, Ethereum et entre guillemets la TradFi. Mais on peut parler un petit peu, si tu veux, de quelques alts qui sont intéressantes, ou en tout cas qui nous amènent de la volatilité, qui pour moi sont assez intéressantes. Donc on a tout simplement le Litecoin, il y a eu sa halving quelque part par là. Comme je vous l'ai dit, personnellement, je suis baissier sur le Litecoin depuis les 106, 104 $. Pour moi, on a un range qui est assez clair, bande haute, bande basse. On a réintégré ce range suite à ce beau push qui s'est avéré être une déviation. Et derrière, on a retesté parfaitement le haut de range ici comme résistance. Pour moi, c'est un top qui est vraiment magnifique. Et donc, personnellement, tant qu'on repasse pas au-dessus des 100 ou 102 $, ici, pour moi, ma target, elle est assez simple. C'est tous ces lots ici qu'on accumule sur Litecoin. En fait, j'ai du mal à voir l'upside pour Litecoin. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde a joué la narrative du halving, provoquer de l'achat. Mais si toutes ces personnes qui ont joué cette narrative se retrouvent maintenant en perte, ou qu'ils n'ont tout simplement pas forcément de raison de maintenir cette position, bah à ce moment-là, tu te retrouves dans un marché qui est peu liquide, où il y a peu de gens qui vont bid et qui peut pousser plus bas assez rapidement. En tout cas, moi, c'est ma conviction, au-delà du fait qu'on a réintégré le range, et que lorsqu'on réintègre un range, je vais souvent chercher la borne opposée. Donc moi, personnellement, je suis en short sur Litecoin. Depuis là, je me suis fait stop là, j'ai repris une position là, et là, je profite à nouveau de la baisse et je laisse tourner. Mais mon objectif, il est très clair, c'est ces lows ici. Et j'ai une forte conviction qu'on aille péter ces lows. Après, est-ce qu'il y a une gestion du risque à faire autour de ici ou même de ici? Pourquoi pas? Parce que c'est quand même proche d'un higher low, et donc si jamais on devait garder un minimum d'optimisme sur Litecoin, ce serait probablement là que les acheteurs essaieraient de se positionner. Mais pour moi, la priorité qu'on aille chercher ces lows sans casser cette zone ici, ou sans retourner ici, elle est assez forte. Surtout que quand je vois en weekly, comme on va clôturer en weekly donc cette semaine, avec cette bougie, je vois pas ce qui est bull en fait sur le graphique. T'as une résistance, on l'a débordé, on a réintégré avec une bougie des enfers, on a un petit peu consolidé sans avoir un vrai rebond ultra fort.
et derrière on réenfonce. Personnellement, je vois ces lows se faire chasser et je maintiendrai mon short tout simplement tant que ces lows ne seront pas cassés. En tout cas, c'est mon idée. On a Kaspa, qui est une crypto qui a fait un nouvel ATH. Fonda de fou. Fonda de fou. Moi, personnellement, j'ai pris un trade autour d'ici, avec un stop sous ce lot. Et là, pour le coup, on a bien poussé. Ce que j'avais dit sur mon Discord, c'est que... moi, j'étais assez optimiste ici, et qu'à partir du moment où on a fait un nouvel ATH, pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus de l'ATH, en tout cas ce gros sommet qu'on avait ici, donc autour des 0.04275. Pour moi, j'essaierai de buy les dips. Pour le coup, j'ai pas renforcé mon trade ici, mais je l'ai maintenu. Et actuellement, mon stop loss, il est tout simplement ici. Mon stop loss est assez proche du prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on commence à passer en dessous de ce lot, vu tous les higher lows et donc des lows qui n'ont pas été chassés sous lesquels on peut avoir des acheteurs, bah, je me dis qu'on peut vite se retrouver dans un scénario catastrophe, entre guillemets, où on retrace pas mal. Et à ce moment-là, on retesterait l'ATH et je sais pas si ça tiendrait. Je pense que ça tiendrait, mais j'en suis pas sûr. Donc dans le doute, je préfère que... Enfin, je suis vraiment en mode Kaspa, là, actuellement, c'est up only, vertical, limite parabolique. Et tant qu'on tient cette parabole et ce mode up only, bah pour moi, toutes les résistances doivent devenir des supports. Et à partir du moment où tu as un support qui casse, tu as la dynamique qui perd du momentum et qui est moins forte. Et à ce moment-là, je suis pas sûr de vouloir rester ultra exposé. Donc personnellement, mon stop, il est là. Je vise toujours un nouvel ATH. Vu où je suis rentré, donc environ ici, franchement, je me suis bien gavé. Même si je me fais stop, c'est pas très grave. Mais je préfère mettre mon stop ici plutôt que DTP parce que je pense qu'il peut quand même pousser plus haut. Et dans un marché comme celui actuel où en fait il n'y a pas grand chose qui bouge et peu de cryptos qui font un nouvel ATH, j'ai tendance à croire que ça peut attirer pas mal de liquidités et que tout le monde peut se finir peut se mettre à trader tout simplement Kaspa. C'est un peu ça qu'on a vu avec le PP, c'est ça qu'on a vu avec le Bolt, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de volatilité que dès qu'il y a un truc qui bouge ou qui est un peu hors de la norme, tout le monde essaie de se mettre dessus, donc ça crée beaucoup de volume, et là pour le coup je pense que le volume il serait plus vers le nord que le sud. Donc j'essaye de maintenir un petit peu cette position, si jamais on me stoppe c'est pas grave. Autre chose que pour moi qui était important à garder en ligne de mire, et c'est ce que je disais aussi sur mon Discord, pour ceux que ça intéresse, il y a le lien en dessous du stream sur ma chaîne, c'est que là le Kaspa est top 45. Kaspa est top 45, quand j'ai long on devait être top 55, 60, un truc comme ça, et tu vois top 45 pour moi il peut arriver sur un excès autour du top 30-35, mais j'ai du mal à le voir au-dessus en fait. Peut-être que je suis biaisé et que j'ai pas forcément assez de connaissances fondamentales, mais on a quand même des énormes projets à partir du top 30, et donc c'est pour ça que je me dis que voilà, on commence à se rapprocher d'une capitalisation qui est plutôt bonne. Après, on est en bear market, donc les capitalisations sont faibles et on peut délirer et aller bien plus haut. Personnellement, je me dis que si on se rapproche d'un top 30, 35, 30, je pense que je sortirai quasiment totalement. Après, voilà, la stratégie du trading stop ou de mettre de monter son stop progressivement sous des points qui ont du sens est intéressante. Mais c'est quelque chose que je garde en tête. Voilà, la capitalisation est importante à regarder et c'est important aussi de pouvoir comparer ce projet à d'autres. Tu vois, quand je vois du Optimisme, du Aptos, du Lido dans ces niveaux de capitalisation là, je sais pas si Kaspa a sa place dans le top 30 par exemple. Donc encore une fois, c'est mon sentiment, je suis mal renseigné sur le projet, mais je vois quand même des projets ultra solides dans le top 30, je sais pas si Kaspa a sa place. Capet, t'as quelque chose à rajouter à ce niveau-là? Alors pour ceux qui nous écoutent, en fait, si on reste sur ton biais qui est purement technique, bah tu l'as parfaitement bien résumé, hein, c'est que pour le moment c'est up only jusqu'à preuve du contraire, mais quand ça va se retourner, ça pourrait être sacrément violent, comme on a l'habitude. Sur la partie fondamentale, en fait, bah, c'est une crypto en proof of work, donc déjà c'est une crypto qui permet de recycler un petit peu les mineurs de crypto-monnaies qui peuvent plus le faire sur Ethereum, etc. À ce stade, c'est pas la crypto-monnaie la plus rentable à miner, mais ça l'a été à un moment. Donc c'est une crypto qui est dans le viseur des mineurs. Et en fait, à ne pas comparer du coup avec des cryptos en proof of stake comme Phantom, Avalanche, Solana, avec des block time rapides, des transactions très basses. Là en fait, on est sur une crypto-monnaie, une capacité à gérer un block time très bas, sans sacrifier la sécurité et la décentralisation en proof of work. Donc c'est un peu un Bitcoin fast, tout en restant en mode sécurité et décentralisation. Et c'est ça qui plaît. Les fondateurs sont doxés. Ils sont dans le game depuis très 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 longtemps, ils ont très bonne réputation. Donc là, c'est un petit peu le time to shine pour Kaspa. Mais toi, tu le verrais dans le top combien par exemple? Bah là, pour moi, il a bien poussé. Par rapport à d'autres projets. Pour moi, là, il a bien poussé. Après, je fais pas le marché, mais là, tu vois, je dirais que bon, 1 milliard de capitalisation. Je pense que ça devrait être mieux capitalisé que. Je sais pas. Ça devrait être moins capitalisé qu'Avalanche pour toi.
Bah le truc c'est que là on n'est pas sur une plateforme de smart contract, on est juste sur une monnaie, tu vois. Donc c'est pour ça Ok. que j'ai un peu mal à projeter. Et Est-ce en que fait, t'as peut-être un projet vers lequel on devrait tendre en termes de capitalisation qui te parle peut-être un peu plus, juste pour que moi j'arrive à me faire une idée de qu'est-ce qui Ouais. te semble peut-être une capitalisation ahurissante par rapport aux autres. Bah à la limite, tu vois, on pourrait encore pousser pour aller se rapprocher d'un Monero qui est 27e sur la fonction monnaie. Après, Monero, c'est une private currency, c'est pas le cas de Caspa. En fait, bon, je regarde toujours un petit peu ce que font les mineurs de Après t'as crypto-monnaies. Atom 30, hein. Ouais, t'as Atom 30, mais Atom, c'est une plateforme de smart contract, c'est l'Interchain Security, etc. Par contre, tu vois, dans les, on va dire ça des shitcoins, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais dans les crypto-monnaies qui se minent super bien et qui sont rentables, t'as un concurrent de Caspa qui s'appelle Nexa, Nexa, si tu veux regarder, qui est beaucoup Ouais. moins capitalisé. Et bon, bah forcément, comme c'est moins capitalisé, je vous fais pas ici un conseil d'investissement, mais tu vois, comme on Mais sait tout que le monde joue. Ouais. En plus, la chart elle est magnifique. Tout le monde joue c'est quoi le nouveau le- Caspa? Tu Ouais, vois ce que je veux dire? exactement. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un conseil d'investissement, c'est qu'on sait comment fonctionne ce marché. T'as Ethereum qui sort, après tout le monde veut faire le nouveau Ethereum. Là, tu vois, on fait un Bitcoin sous stéroïde, bah, c'est Caspa. Et maintenant, bah, qu'est-ce que ça va être le next Caspa? Et bah, t'as Nexa. Je regarde un peu sur What to Mine, il y a quoi d'autre? Après, t'as des trucs que je connais moins. T'as Alephium, Cortex, Rio, Radiant. Voilà, je pourrais vous montrer ça tout En à tout cas, l'heure d'ailleurs. Nexa, assez intéressant d'un point de vue graphique, c'est ma cam. Ça te Enfin, plaît? le bottom est vraiment clean, dans le sens où j'en ai été chassé sous ce lot ici, on a marqué des beaux W, en tout cas un beau range qui a cassé par le haut. Si jamais on a un petit retracement ici, pourquoi pas le jouer? Après, ces trucs-là, enfin, si jamais on a un retracement, en fait, je sais pas si je le buy, parce qu'en fait, pour moi, Caspa, genre, aura pas genre 10 000 shots en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Genre pour moi c'est maintenant ou jamais entre guillemets. Et genre si Caspa commence à galérer et tout, je sais pas à quel point le dip sera buy. C'est juste la question que je me pose. Après encore une fois, les gars, je suis pas un pro du fonda. Voilà, prenez ça avec des pincettes. Moi je parle uniquement graphiquement enfin de ces choses-là et de mon sentiment personnel. Mais voilà. Bonsoir à ceux qui arrivent. Donc en tout cas bref, Caspa. Intéressant, personnellement, je vous dirais pas d'acheter maintenant. Clairement, c'est ultra vertical. Vous achetez un ATH. Est-ce que acheter un ATH, c'est la pire des choses? Je pense pas, mais il faut avoir une invalidation qui est claire. Pour moi, investir sur Caspa ici, c'est genre juste. Enfin, ça me paraît genre juste trop tard en fait. Je préfère avoir des choses à plat sur lesquelles je peux me projeter plutôt que acheter un truc vertical. Et même s'il va plus haut et que vous n'avez pas investi, genre c'est fine, c'est pas grave. Vaut mieux genre investir dans un truc dans lequel vous avez des convictions et d'un point de vue prix qui est assez propre que de FOMO et de pas vraiment savoir où vous allez quoi. Mais en tout cas personnellement, tant qu'on passe pas sous le dernier ATH qu'on vient de faire là, je pense qu'on peut pousser plus haut. Si on commence à passer en dessous, je pense qu'on va perdre du momentum et que ce sera pas mal vendu. Donc en tout cas c'est mon sentiment personnel graphiquement. Je voulais parler d'AKT que je trouvais assez intéressant. On a un beau triangle, enfin en tout cas il y a une belle compression. Je pense que c'est clair. D'un point de vue graphique, à quoi je le vois? Je vois des sommets de plus en plus bas, mais en même temps des creux de plus en plus hauts. Donc là, on est sur une consolidation qui dure depuis juin, donc ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça. Vu là d'où on vient, vu la structure de bottom, etc., moi personnellement, j'essaie de le jouer à la hausse. Personnellement, si on commence à passer sous les 50 centimes, si on a de l'acceptation en dessous, je me tire. Mais tant qu'on tient cette zone de prix ici, je pense qu'on peut pousser beaucoup plus haut. Et personnellement, c'est ce que je joue. Akash, je connais très mal. Peut-être que tu connais mieux que moi. Tu as peut-être des choses à dire sur Akash? On a un article dessus, d'ailleurs. Bah, c'est un des favoris pour le computing Il décentralisé. revient de loin, hein, qu'on se le Ouais. dise, les potes. Il fait partie de l'écosystème Cosmos. Ils investissent aussi dans certains projets, dont Passage 3D, dont je vous parlerai dans une future émission, parce que je suis en contact avec le fondateur. En gros, l'idée, c'est de faire une sorte d'Amazon AWS ou Microsoft Azure ou Cloud version Web3, paye à la consommation pour avoir de la puissance CPU ou de la puissance GPU. Voilà. Et l'idée, c'est que du coup, des projets qui veulent build des projets vraiment décentralisés et qui ont besoin de puissance de calcul, et ben, ils vont aller sur du Flux, sur du Akash, sur du Aleph.in, sur ce genre de choses pour du computing décentralisé. Caspa sur Binance, ça peut faire mal. C'est ça que je me dis, en fait, Caspa, il est pas listé partout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait un tweet avec un emoji requin. Il y a Bybit qui l'ont listé d'ailleurs du côté des futures. Donc je pense qu'ils ont vu nouvelle ATH, de l'intérêt, hop, on liste, on prend du volume, on prend des fees, c'est pas mal. Donc c'est un peu ça, c'est qu'il y a du potentiel de listing. Pour revenir sur Akash, d'un point de vue purement graphique, pour moi le bottom est clean.
c'est-à-dire que tu as un gros niveau de support ici, tu as fait une petite déviation en dessous, tu as retesté ce niveau ici comme support. En fait, il me fait un peu penser à BTC dans le sens où, genre ça, tu peux penser que c'est les 15K, ça c'est à peu près genre les 22K. Ensuite, tu as un retest parfait et tu pushes. Et donc là, en fait, pour moi, on a un gros niveau de support ici à absolument tenir. Si on n'arrive pas à tenir, ça peut être assez inquiétant. Là, on a une dynamique qui est assez forte et une structure de retournement qui est très forte en mensuel, dans le sens où jusqu'à maintenant, on faisait que des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas. Et là, pour le coup, on a fait un higher low, donc des creux de plus en plus haut, et donc ici un creux plus haut que le précédent, et surtout un sommet ici plus haut que le précédent. Donc moi, j'aimerais bien que ici on garde ce niveau en tant que support, et que suite à cette compression, on pousse plus haut. Et c'est pour ça que personnellement, j'essaye de me positionner, moi je suis positionné à la hausse, et dans le cas où on commence à pousser en dessous de ce niveau-là, je pense que ça pourrait être inquiétant. Il y a toujours un monde où on fait ça et que derrière on repart, hein, mais actuellement je joue cette compression à la hausse. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas AKT que je surveille de très très près parce que consolidation assez longue, contrairement à plein d'alts, il est dans de belles dispositions, en tout cas il s'est bien rattrapé. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant. Dans les autres choses qui sont assez intéressantes, on a Link. Link, donc on a un range qui est très clair ici, entre les 5,7$ et les 9$. Pour moi, on a fait une déviation en dessous. Quand on réintègre, les probabilités d'aller chercher la bande haute sont assez élevées. Surtout que ici, ces highs ne chassent pas les précédents, donc probablement de la liquidité à aller chercher au-dessus d'ici. Même ici, on n'a pas réussi à faire un high qui va chasser les autres. Même chose ici, ce high est plus bas que le précédent. Donc si jamais on a un dip ou quelque chose de sympa, j'irais probablement essayer de chercher un setup long pour aller chercher au-dessus des 9$. Et là, pour le coup, on est au niveau des 38% de retracement de toute cette hausse ici. Et au-delà des 38%, je pense que clairement, on peut le voir, on est en milieu de range. Donc si jamais on a une structure assez bull ici, je pense que j'essaierai d'acheter avec un stop en dessous pour viser plus haut et notamment la prise de liquidité qu'on charge tous depuis un bon moment. Si jamais on n'a pas un setup bull, etc., je serais prêt à attendre davantage qu'on aille chercher ces stops ici pour derrière essayer de jouer une poursuite. Ça va pas mal dépendre de BTC et Ethereum évidemment, mais en tout cas c'est ce que je regarde sur Link. Sur Solana, on a réintégré ce range ici qui est entre les 20$ et les 26$. Belle déviation, on réintègre, on reteste parfaitement cette zone ici en tant que résistance. Pour le coup, on se retrouve en milieu de range. Si on arrive à récupérer cette zone en tant que support, on pourrait peut-être pousser plus haut. Moi, idéalement, pour me positionner, j'aimerais bien qu'on aille en dessous des 20$, genre typiquement qu'on retourne ici, et qu'on puisse jouer un higher low. Donc là, ici, on fait des creux de plus en plus haut, avec des sommets de plus en plus haut. Et donc, si la dynamique est vraiment haussière, je pense qu'on pourrait tenir cette zone ici, s'en servir comme support, et derrière pousser pour vraiment dépasser les 40$. Quoi. Pour le coup, on n'y est pas, mais en tout cas, c'est ce que je surveille en weekly ou même en monthly. Le monthly est un peu deg, un peu dégueulasse, je trouve, dans le sens où ici, on a eu une grosse zone de support et on a retesté parfaitement cette zone ici en tant que résistance. C'était vraiment la zone à absolument tenir ici de côté bear, ça a tenu. Donc, j'aimerais bien que ça suive assez rapidement, parce que là, cette grosse mèche, ça marque un gros rejet sur un niveau hyper important. C'est un peu dommage. Pour autant, on a une grosse bougie ici qui a ravalé une grosse partie de la baisse. Tout ce qui se passe en dessous des 18-19$, c'est systématiquement racheté. On voit que ça sert de gros support ici. Donc, si jamais on retourne ici, j'aimerais bien que ce soit acheté et qu'on finisse le mois en mode avec une mèche, mais derrière, c'est ravalé et on pousse au-dessus, quoi. Un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas envie de voir le mois d'août clôturer autour des 20$. Si on va autour des 20$, pour moi, on doit avoir une grosse réaction assez rapidement. Sinon, on risque d'avoir une bougie assez morbide, tout simplement. Je voulais parler de Lido aussi. Dans le sens où je vous casse la tête avec les sommets de plus en plus bas qui ne chassent pas les précédents, mais c'est des setups qui sont assez sympas, parce que souvent le prix, comme je l'explique, est attiré par la liquidité, donc chasse un maximum de gens. Et donc personnellement, si Lido, on était amené à pousser sous les 1,6$, quelque part par là, je pense que j'essaierais de jouer un higher low. Donc on faisait des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Et donc si jamais j'ai une fenêtre de tir pour essayer de jouer un creux plus haut que celui-ci et derrière chasser, comme vous le voyez avec les traits gris, tous les sommets qui ne chassent pas les précédents, bah là ce serait vraiment très sympa. Donc si jamais Lido commence à pousser, je pense que j'amorcerai probablement un DCA, ou en tout cas j'essaierai de prendre une position spot pour essayer de viser au moins la chasse de tous ces highs ici, sachant que le staking prend de plus en plus place et que de plus en plus d'Ethereum sont stakés. Je suppose que ça génère de plus en plus de revenus pour Lido. Je connais pas exactement les tokenomics de Lido. En vrai, je serais de l'écran. On a fait un article dessus, mais là de tête, je les ai pas. Mais en tout cas, Lido, moi, c'est ce que je surveille.
je suis pas vraiment intéressé d'acheter ici parce que pour moi, ces lows ne vont pas tenir et que j'ai une opportunité de jouer un higher low ici pour derrière chasser tous ces highs, donc ce serait vraiment magnifique. En tout cas, moi, c'est ce que je vise. BNB, en vrai, qui stabilise bien ici. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas chassé sous ce lot ici, c'est-à-dire que je sais pas si tu vois, mais ici, ce lot n'est pas chassé par ces derniers, donc j'ai du mal à croire que ça tienne. Pour autant, je réfléchis de plus en plus à BNB. Alors, il y a un risque de security, je suppose. Oui. Binance n'est pas dans le meilleur état historiquement, mais je me dis, tout le monde fuit de Binance, tout le monde en mode Binance, oh, blablabla, ça va trop mal, etc. Est-ce que ce serait pas le moment de s'y intéresser? Alors, historiquement, on a vu des tokens d'exchange mal tenir. Je pense que vous l'avez tous en tête, mais ouais, c'est quelque chose auquel je réfléchis. En tout cas, personnellement, si jamais on arrive dans cette zone verte ici, je pense que ce sera un no-brainer. C'est-à-dire que si on va dans cette zone ici sur le BNB, à moins qu'il y ait une raison fondamentale qui me fasse hyper peur, pour moi, un BNB entre 80 et 180 $, c'est une belle fenêtre d'investissement pour le prochain cycle. Si on n'y va pas, on n'y va pas, mais voilà. Et autre chose, cette résistance qui tient depuis je sais pas combien de temps, je pense que tôt ou tard, elle sera débordée et que si jamais on doit déborder, ça va aller très vite. Donc, surtout qu'en ce moment, ils relancent les launchpads, mais les gens ne sont pas ultra intéressés dans le marché. Donc, je pense que si Binance commence à aller mieux, et que tu as à nouveau plein de launchpads, etc., ils vont faire monter leur Ponzi, quoi. Ouais. Donc, j'utilise un terme cru pour embêter tout le monde et vous provoquer, évidemment, mais vous avez l'idée. Donc, en tout cas, BNB, qui vraiment est dans mon radar, il atterrisse pas mal, je pense que ces lots seront chassés, mais en tout cas, je le surveille pas mal, et je pense que amorcer un tout petit DCA sur BNB, de mon côté, ça me semble pas débile, en tout cas, c'est quelque chose que je vais faire. Après, il faut garder en tête que la zone qui m'intéresse, si jamais on y va, c'est un moins 40, moins 60%, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, personnellement, je m'intéresse de plus en plus à BNB parce que tout le monde est en mode Binance, c'est de la merde, ça va pas, Securities, etc. Peut-être que c'est le moment de s'y intéresser, justement. Je suis d'accord avec toi. Donc, Je suis d'accord avec toi sur ça. Parce qu'on parle de BNB, hein, on parle pas de n'importe qui quand même. Hein. À prendre avec des pincettes, évidemment, les potes. Mais moi, en tout cas, BNB, si je le joue, ce sera pour de l'investissement et pas du trading, a priori. Est-ce qu'on parle de Elrond ou pas? Est-ce qu'on parle de Elrond ou pas? Parce qu'en gros, j'ai fait un tweet. Très rapide. J'ai fait un tweet. Je voulais revenir sur ce tweet-là. J'ai fait un tweet qui a tilt énormément de gens. Et d'une manière, c'est aussi un peu de la provocation. Je pense que vous l'aurez vu. Mais on a réussi à quand même dire que Elrond surperforme l'entièreté du marché alors qu'il a fait moins 95%. Bon, évidemment, tout dépend de d'où commence ta comparaison. Mais bon, c'est quand même difficile de me dire qu'il surperforme tout le marché. Après, oui, il est beaucoup plus haut que fin 2020. Et par rapport à d'autres alts, on a vu qu'elles ont clairement retracé au niveau, sur les prix de fin 2020, début 2021. Mais Elrond, moi, j'ai vraiment du mal parce que concrètement, on fait toujours des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et t'as eu un BTC qui, entre-temps, a fait un x2 et un Ethereum qui a aussi fait plus que x2 en fait. Elrond ne profite pas d'un x2 sur BTC et d'Ethereum pour performer. Qu'est-ce qui va se passer lorsque BTC ou Ethereum vont commencer à retracer? C'est une question ouverte. Et moi, ma conclusion sur ça, c'est que je pense que Elrond va être sexy à acheter, mais que j'attends toujours une capitulation, ou en tout cas une baisse un peu plus agressive qui marquera le bottom historique, dans le sens où si BTC commence à retracer, pour moi, ce lot, c'est ciao. C'est finito. Et donc voilà. Mais par exemple, sur Elrond, si on commence à recasser au-dessus des 38 $ et qu'on maintient ce lot, tous les jours, j'en achète. Hein. Parce que il y a tous ces highs à aller chasser et que il y a toute cette zone ici qui n'a jamais été retestée après cette baisse qui a été assez violente et rapide. Pour moi, ça sera retesté tôt ou tard. Donc, oui, pour moi, il n'y a aucun signe qui sont positifs, en tout cas aucune force sur le Elrond dernièrement. Et j'aime bien provoquer les gens qui sont chez Elrond parce que rien que le fait de partager les graphiques du jeton, ça les a mis dans un état qui est affolant. Et donc pour moi, à partir du moment où tu partages un graphe et que les gens s'affolent devant le graphe et t'insultent, alors que c'est le graphe du coin, c'est qu'il y a un attachement émotionnel qui est tellement important. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc moi, mes petits boys, si vous pouvez capituler en dessous des 20 $ ou en dessous des 25 $, ça me ferait très plaisir. Mais voilà. Donc moi, personnellement, sur Elrond, j'attends genre soit qu'on tire la languette et qu'on ait
un gros excès, je sais pas, entre les 15 et les 23 $, un truc comme ça, ce serait assez sexy. Si jamais on a quelque chose de sympa ici, je pense que j'en achèterais en mon investissement dans tous les cas, sachant que moi j'ai pas retouché depuis là, c'est le moment où genre j'en avais quasiment jamais acheté, j'en ai acheté genre là et je suis sorti genre là ou là. Donc si jamais on commence à faire des higher lows et des higher highs, donc on est capable de faire un W weekly et donc de casser pour une fois une résistance, chose qui n'a pas été faite depuis extrêmement longtemps, à ce moment-là, je suis prêt à repasser boule sur Elrond, ou si jamais on a tout simplement un excès, à ce moment-là, je pense que j'en achèterai. Donc c'est pas parce que je vous provoque, etc., que j'ai pas envie de trader Elrond. Elrond, je pense que tôt ou tard, j'en achèterai, mais juste que là, en fait, ça me paraît juste pas le bon moment, et je préfère largement acheter une confirmation et une cassure de résistance ici, plutôt que l'anticipation du fait que ce lot tienne. Parce que actuellement, j'ai aucune conviction dans le fait que ce lot tienne, en fait. Surtout que si vous êtes dans l'argumentaire de oui, ben on est bien plus haut que les prix de 2020, bah oui, mais ça veut dire que les mecs sont toujours en x5 ou en x6, donc et je parle même pas des VC en fait. Donc voilà un petit peu l'œil que je porte à Elrond, aucun signe de force, pas vraiment de raison d'en acheter pour l'instant, à part si vous êtes dans de l'investissement, etc., et que votre stop loss est 0. Et si jamais on a un tirage de languette ou une reprise de force, à ce moment-là, je peux en acheter. Je vais te sortir un jeton terrifiant. Un jeton terrifiant. Je le connais pas. C'est le Bone Shiba Swap. Voilà. On passe de Elrond à ça. Est-ce que c'est si différent? Oui. Donc c'est quoi? C'est un altcoin sur le DEX de Shiba? Je sais pas exactement ce que c'est. Mais en fait, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est proche d'un nouvel ATH, que dans des cryptos qui sont proches d'un nouvel ATH, il n'y en a pas 10 000. Et que tout simplement, moi, j'ai un screener donc sur Messari qui me permet tout simplement de regarder sur Messari quels sont les coins qui sont proches d'un nouvel ATH, de pouvoir comparer les graphes sur les 1000 derniers jours, etc. Et des graphes où tu as des W weekly proches d'un ATH, ou en tout cas, tu es proche de valider des structures de retournement ou de continuation ici, comme ça. C'est assez rare. Donc, voilà. Personnellement, je ne suis pas positionné dessus, mais et je crois que c'est déjà très capitalisé en vrai. C'est top 98. C'est une dinguerie. Je sais même pas comment c'est top 98, tu vois. Bah là, je suis allé regarder sur CoinMarketCap, moi, pas CoinGecko, donc je vous confirme, oui, c'est bien un shitcoin qui circule sur ShibaSwap, qui est en fait le Uniswap du Shiba. Parce que Shiba, c'est un peu un layer one trollesque, mais non, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand tu vas dans l'onglet marché, que tu regardes où il y a le volume. Le volume, tu envoies donc sur ShibaSwap naturellement, mais tu envoies aussi sur Bitcoinomi et Huobi. Et à mon avis... Et t'en as sur BitGet, sur MEXC, bon, c'est pas énormément de volume, mais... Il y a de la mafia asiatique qui fait du wash trading, peut-être. Je sais pas ce qu'ils font. Mais je me dis que dans le niveau de marché où on est actuellement, dans ce moment de marché-là, on peut avoir des x2, des x3 sur des conneries comme ça. Et je me demande si je mettrais pas, genre... Les gars, encore une fois, tout est une question de risk management. C'est-à-dire que vous pouvez spéculer sur tout ce que vous voulez. Le plus important, c'est de ne pas vous mettre en danger. Mais moi, je me pose vraiment la question de... Est-ce que je... C'est une entrée qui est aberrante, hein, mais juste en monthly, je me pose la question de si je mets pas 1% de capital ici, enfin si je risquerais pas 1% de capital, que mon invalidation serait en dessous et que j'irais peut-être chercher un x2 ou un x3, genre, et ça me donne un risk reward qui est pas dégueu, tu vois. Dans un truc aberrant comme ça ou un truc comme ça, genre si on va chercher les 3 ou les 4 dollars pour une raison XY, c'est quoi? C'est combien de capitalisation? C'est 390 millions. Un petit x3, x4 sur une grosse connerie, je sais pas. En tout cas, j'irai jamais risquer plus de 1% de capital sur une merde pareille. En tout cas, c'est ce que je surveille. Il y a des cryptos qui sont proches de faire un nouvel ATH, il n'y en a pas 10 000. On a parlé de Caspa, il y a celle-là, il y en a quelques autres, mais qui sont terrifiantes, comme le coin de MEXC. Personne n'en parle, mais il est proche d'un nouvel ATH. Donc voilà. Quoi qu'on en dise, des coins qui sont proches d'un nouvel ATH dans ces conditions de marché-là, c'est très surprenant. Et encore une fois, tout est une question de risk management. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en danger, vous pouvez spéculer sur n'importe quoi. Et si derrière, moi, je perds 1% de capital sur ça, en vrai, je m'en branle. Par contre, si je prends 3, 4, 5% de capital, en vrai, c'est notable. Donc voilà, en tout cas, ce que je regarde. Dans les autres trucs que je regarde, il y a Compound qui a cassé une résistance weekly, voire mensuelle, qui est cette zone ici. Et là, on est en train de repasser en dessous. Donc la question... En fait, en gros, là, la question que je me pose, c'est comment je peux agir sur ça? Et la seule manière d'agir pour moi, d'un point de vue long, ce serait qu'on récupère ce niveau ici. Si jamais on commence à récupérer les 62, 63 dollars en tant que support, on aurait eu un beau retest de ce niveau ici en tant que support. Ce serait magnifique. Pour l'instant, on est en train de glisser en dessous.
Et donc, honnêtement, c'est assez négatif. Donc, pour moi, sur Compound, si on commence à récupérer ce niveau ici, j'achète, je mets mon stop en dessous et je vise une continuation haussière. Parce que tout simplement, on a cassé une énorme résistance, on a marqué un bottom qui est assez sympa. Après, on peut toujours rechercher ce bad range ici. Donc, tu as ton haut range, tu as ton bad range. Si on commence à enfoncer, je pense que j'irai target au moins les 30-34 $. Mais pour moi, deux manières d'être bull. Si jamais on récupère cette zone ici des 63 $ en tant que support pour pousser plus haut, ou tout simplement attendre qu'on aille en bad range si jamais on valide la réintégration avec la clôture weekly ou monthly. Mais en tout cas, je surveille de près Compound. J'ai rien pour prendre une position actuellement. Et je vous invite aussi à regarder Maker qui a fait une structure de retournement monthly. W monthly, sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut. Tout ce qui se rapproche d'ici, pour moi, c'est des dips potentiels à acheter. Et moi, personnellement, je regarderais plutôt des setups en 4 heures ou quoi, si jamais il y a des trucs sympas. Ouais. Mais si jamais on chasse ces stops ici, qu'on a une belle consolidation, des belles structures et tout, j'irai acheter pour jouer un higher high. Mais pour l'instant, on n'y est pas. J'ai pas mal monopolisé la parole sur la partie analyse technique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On aura parlé de plein de trucs. En vrai, j'ai plein d'autres trucs à dire. Mais il y a aussi l'heure du fonda et des news, donc je te laisse prendre la main. Et encore une fois, souci, frérot. vous aura plu les poteaux. Précision, on vous montre des shitcoins et c'est pour ça qu'on vous répète c'est du shitcoin, c'est du shitcoin. Quand vous faites de l'investissement sur ce marché des crypto-monnaies aussi, les shitcoins, ça fait partie de l'équation. Alors avant d'aller directement sur de l'actualité et du fonda, j'ai vu passer des choses dans mon chat qui étaient très intéressantes. Et sur mon Twitter aussi, vous le savez, Base a lancé un layer 2. Il n'est pas encore en mainnet, ce que j'ai compris. Mais il y a déjà des shitcoins qui se lancent dessus. Donc on parlait de Bold tout à l'heure. Là, on voit la TVL absolument exploser. Et notamment, là, tout à l'heure dans le chat, on m'a dit ouais, regarde le coin Toshi. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Et c'est un meme coin sur Base. Voilà. Donc, comme d'hab, on a un réveil au niveau des meme coins. Ça avance petit à petit. Ça va pas durer très longtemps. Mais voilà, le play, il est très simple. Les gars se disent ok, c'est Coinbase. Coinbase, c'est archi big. Il lance un layer 2. À chaque fois qu'il y a un layer 1 ou un layer 2 ou autre qui se lance, les premiers à lancer un meme coin, il faut un braquage. Et c'est vrai, hein, c'est généralement, dès que c'est un layer à succès, tu as braquage, comme c'était le cas du Shiba sur Ethereum ou c'était comment déjà le nom du coin de chien sur Solana là, tu t'en souviens? Le chien blanc là. Attends, j'en ai acheté, je me souviens même plus ce que c'est. Ouais, pareil. Samo exactement. Samo, voilà, c'est ça. C'est des trucs, on répète, hein, c'est de la merde, hein, c'est de la merde en barre. Mais voilà, t'as le Wawa sur Cosmos. Bref, je vais pas vous faire une éloge de tous les shitcoins qui existent, mais voilà, c'est ça qui se passe et c'est un peu ça qui lance aussi de l'activité sur des nouveaux layers. Et toujours est que sur ce nouveau layer de Coinbase, il y a de l'activité. Et ça peut être intéressant de regarder en sachant qu'il n'y a pas d'airdrop à jouer parce que Coinbase ne compte pas lancer de token base. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être que la communauté, elle, ferait un airdrop d'un shitcoin basé sur l'activité sur Base. Pas un truc fait officiel par Binance. Merci Flaydem pour le 28e mois. Flaydem qui est un contributeur de Coin Academy qui est là depuis les tout débuts. Donc merci pour le sub et si vous avez plein de contenus qui sont quali sur Coin Academy, c'est aussi grâce à lui. Donc merci frérot. Est-ce que tu veux pas faire une mini pause sur le club rapidement parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Je te laisse peut-être en parler rapidement. Ouais, bien sûr. Écoutez, le club, c'est quelque chose qu'on a lancé récemment. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de maintenir un média qui soit totalement gratuit sur Coin Academy, mais aussi avoir de nouvelles verticales pour nous, parce que le business model de Coin Academy, jusqu'à présent, ça a été de faire du contenu sponsorisé et de l'affiliation. Donc là, c'est aussi de vous proposer la possibilité sur nos articles d'actualité de pouvoir collectionner les articles d'actualité. Donc à chaque nouvelle actualité lancée, j'en prends une au hasard, le hacker de curve, une partie des fonds volés, vous allez pouvoir acheter un NFT de cet article. Il y en a même 3. Le premier est à 25 $, le second à 40 et le dernier est à 80 $. Vous avez un parcours client relativement simple. Vous pouvez minter par carte et par Polygon, c'est ça? Et après, vous avez votre NFT et à partir de là, vous allez pouvoir en fait vous connecter à Coin Academy. Donc, vous créez votre compte, vous liez votre wallet je peux montrer peut-être. MetaMask. Ouais, votre wallet MetaMask à Coin Academy. C'est juste que je sais pas si j'en ai un de NFT sur ça. Donc en fait, une fois que vous avez créé votre compte sur Coin Academy et que vous avez le NFT, vous pouvez l'associer à votre compte Coin Academy. Et une fois que c'est fait, en fait, vous aurez accès au coinacademy.fr/club, qui est donc la section club dans le menu en fait. Là, j'en ai pas dans mon wallet. Mais, tant que vous n'avez pas associé le NFT à votre compte, en fait, vous n'aurez pas accès au contenu. Donc ils seront verrouillés,
mais à partir du moment où vous l'associez, que vous avez un NFT dans cette adresse-là, vous allez avoir tous les contenus exclusifs. Donc il y a eu une analyse fondamentale de Capet pour le mois de juillet, il y a eu la rediff de toutes nos conférences de Coin Academy IRL, on a toutes les interviews aussi de THCC qui sont sorties en accès anticipé, et pas mal de choses aussi qui arrivent. On avait eu du coup, dans ce qui a été rendu public, 2 contenus en accès anticipé sur Liquidity, donc le LUSD, et l'analyse fondamentale de Arbitrum. C'est Liquidity Arbitrum, on les avait sortis en début de semaine ou week-end dernier en exclusivité. Après, on vous les a sortis pour tout le monde ce week-end-là. Et l'idée, c'est ça, c'est parce que comme on envoie pas mal de news en semaine, ça sert à rien d'envoyer 15 articles par jour. Vu qu'on est moins actif sur le week-end, et en général, on débloque ces contenus-là pour le week-end. Comme ça, il y a toujours du contenu sur le site et on a des choses à vous raconter pour l'émission Masterclass. Il suffit d'un NFT pour avoir full accès. Yes, tout est disponible pour un NFT. Et c'est un one shot actuellement. Peut-être que les choses vont évoluer, etc. Mais actuellement, avec un NFT, vous avez accès à absolument tout, et c'est pas un abonnement mensuel. Donc c'est plutôt cool. Et je vous mets dans le chat encore une fois notre Discord. Donc il y a une partie pour les membres du club, vous allez pouvoir lier votre wallet à votre Discord pour accéder à la partie privée, mais il y a aussi une partie publique. Nous, on est constamment dispo sur le Discord pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Il y a un chat général, il y a des chats dédiés comme le chat fondamentaux où j'envoie du contenu justement pour ceux qui aiment bien gratter, et on va essayer de remplir un petit peu les channels petit à petit. C'est en train de se construire comme vous l'avez compris, mais voilà, on est au four et au moulin pour essayer de vous proposer quelque chose de sympa. Merci donc, les gars, en tout cas pour ceux qui soutiennent, etc. Encore une fois, l'objectif c'est pas de faire une cash machine avec ça, c'est pas en vendant 100 NFT que ça va changer nos vies, mais l'objectif c'est de vraiment encore une fois donner des privilèges à ceux qui soutiennent le média avec ces NFT là, et aussi de collectionner un petit peu l'histoire de l'écosystème avec ça. Et puis on va essayer de faire des choses bien, donc il va y avoir la DAO qui va sortir, et alors on ne sait pas encore à quel point ça va être possible, mais nous ce qu'on aimerait faire, c'est donner en fait une partie des revenus publicitaires au honneur des NFT. Donc l'idée c'est par exemple si un article qui génère je sais pas 20 ou 30 $ de revenus publicitaires avec des publicités dessus, eh bien on pourrait donner une partie au détenteur du NFT de cet article-là, et s'il en possède plusieurs, il pourra avoir une plus grosse partie des revenus publicitaires, etc. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et sur lesquelles on travaille. Prenez pas ça pour acquis, parce que légalement, il peut y avoir des soucis qui se mettent en travers de notre route, mais en tout cas, la volonté, c'est de vraiment impliquer au maximum les gens qui soutiennent le média, et qu'on soit votre média, pas autant que le nôtre, et évidemment, parce que nous, on est impliqués, on passe notre temps, on a des actions, etc. Mais que vous puissiez interagir un peu plus avec Coin Academy, avoir un impact sur ce qui sort, et un impact sur... récupérer peut-être un yield généré par Coin Academy. Et je ferai une dernière précision, donc pour ceux qui connaissaient pas encore le média à ce moment-là ou qui n'étaient pas au fait, on avait fait une conférence en juin 2022 qui s'appelait Coin Academy IRL. Avant ça, on avait aussi fait des petits meet-up dans des bars, et c'est des choses qu'on n'a pas fait depuis, et c'est des choses qu'on reproduira. C'est juste qu'à chaque fois, il faut bien organiser ça, avoir un bon local, s'y retrouver niveau budget, niveau marketing, etc. Mais l'idée aussi, c'est que pour les gens qui font partie du club, justement, bien que vous ayez aussi un accès privilégié pour ce type d'événements, parce que c'est des événements qui sont vraiment cool. Et d'être waitlisté, parce qu'en vrai, en général, il n'y a pas énormément de place. Il y a toujours des retardataires qui n'ont pas leur place, etc. Donc en ayant le NFT, vous avez d'office une place si jamais vous en voulez une. Voilà pour la parenthèse club. On va enchaîner sur l'actualité du coup. Alors pour l'actualité, je vais faire très simple. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, mais j'ai pas envie que l'émission elle dure 15 jours. On va aller très rapide. On a eu une faille sur le protocole DeFi Curve. Vous avez probablement entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Curve et en tout cas une partie de Curve ou l'intégralité de Curve. J'avoue, j'ai pas cette information. Mais en tout cas, ça a été codé avec le langage de programmation Viper, qui est le deuxième langage de Ethereum. On connaît beaucoup Solidity, et aussi Viper, qui est utilisé, je crois, pour plus de performance, mais je vais pas dire de bêtises à ce niveau-là. Et il y avait une faille dans le langage. Ça veut dire que, voilà, tout simplement, il y avait un problème dans ce langage, et ça a permis aux hackers de pouvoir siffler des fonds. Et on parle quand même de plus de 60 millions de dollars de fonds. Et donc, ça a été un peu le bordel parce que ça a vidé des poules de liquidité, ça a créé la panique sur le protocole en général. Ce protocole a son propre jeton qui s'appelle le CRV. Et il y a pas mal de gens qui se sont exposés. À Curve, notamment par exemple en mettant collatéral du Curve pour emprunter des stablecoins, etc. Ça a été le cas notamment du fondateur de Curve, qui s'est retrouvé en fait à avoir des dizaines de millions de dollars de dettes, être dans la merde, bon déjà d'une part, mais surtout
avec la possibilité d'avoir un effet domino qui soit assez désagréable sur le marché de la DeFi, parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un emprunt, donc tu mets des actifs en collatéral, et passer un certain niveau de prix sur tes actifs en collatéral, tu vas te retrouver liquidé partiellement, ou donc partiellement, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait dire, bon bah ok, on va te prendre 10% de tout ton collatéral, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Ça peut être aussi totalement, dans le sens où tu es totalement liquidé, on te prend tout ton argent, et donc là, bon bah tu te retrouves totalement à poil. Donc ça, c'est un peu dérangeant. En fait, il a utilisé ses CRV. En fait, il avait une grosse supply du CRV. Et il les a utilisés comme collatéral pour emprunter des USDT, d'autres choses, etc. Et en fait, le problème, c'est que si, enfin, en gros, suite entre guillemets à l'exploit Viper, bah en fait, il y a eu des poules qui ont été siphonnées sur le CRV. Donc les gens voulaient se débarrasser de leur CRV. Du coup, le prix a baissé. Et en fait, le prix du CRV s'est rapproché du prix de liquidation qui était fixé à 0,42 centimes. Qu'il y avait sur les emprunts en fait du fondateur de Curve par rapport à l'USDT ou autre en fait. Et donc il s'est retrouvé dans une situation où bah en fait il a prêté des CRV pour emprunter d'autres choses, mais le fait que le CRV baisse en valeur, bah en fait ça a impacté potentiellement ses emprunts et il devait vite les rembourser, sinon il pouvait se faire liquider son collatéral, à savoir les CRV qui... C'est ça. Donc dans l'article, on vous met notamment un trait très complet de Hawk qui résume bien la chose. En fait, il a emprunté sur plein de protocoles différents, plein de stablecoins différents. Et donc, bah, il a choisi, comme c'est le fondateur de Curve et qu'il en a énormément, au lieu de devoir justement vendre ses Curves sur le marché, ce qui crée de la pression vendeuse et donc ce qui fait baisser le prix, eh bien, il a commencé à les vendre en OTC, c'est-à-dire pas sur les carnets d'ordre, mais directement de main en main avec d'autres investisseurs. Alors, je scrolle un petit peu, normalement, c'est écrit plus bas, juste ici. Et donc, ça permet quoi? Ça permet, du côté des acheteurs, de pouvoir acheter du Curve plus bas que le prix de marché, et dans le même temps, pas faire baisser le prix du Curve. Comme ça, eux, ils font une bonne affaire. Et lui, ça lui permet d'éviter d'avoir justement cette cascade de liquidation. Message très intéressant. Il possède 40% de la supply. Je me demande comment les gens peuvent trouver ça sérieux. N'importe quelle autre crypto sont considérés comme un énorme shitcoin. Je crois que c'était un tiers, mais c'est quand même énorme. Bah, je vais te répondre tout simplement parce que quand tu parles de... Bon, d'un point de vue prix, évidemment, c'est catastrophique parce que si le gars il vend tout, bon bah t'envoies le jeton à zéro. Mais bien entendu, c'est pas dans ton intérêt économique. Sur une blockchain de type proof of stake où justement ton jeton sert à la gouvernance, c'est très dérangeant parce que ça veut dire que tu peux corrompre l'intégralité de la blockchain. Mais là, c'est pas le cas ici. C'est-à-dire que la seule chose que ça impacte, le fait qu'il ait beaucoup de CRV, bah, c'est le prix en fait. Mais mis à part ça, ça n'a pas d'impact particulier sur le fonctionnement du protocole, à part pour des votes de gouvernance pour, par exemple, des récompenses sur les pools, etc., etc. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé parce que c'est son protocole aussi, et que s'il fait de la merde avec ses votes, ça va être mauvais pour le protocole. Donc à la fin, ses jetons, ils vont perdre de la valeur, et lui, il va perdre de l'argent. Donc il y a aussi cet intérêt économique, il faut le garder en tête. C'est vrai que c'est mieux que ce soit décentralisé. Bah là, en l'occurrence, il a décaissé. Mais après, est-ce que c'est normal qu'un founder il ait genre autant de jetons? J'ai pas suivi comment c'est possible. J'ai pas envie de pas tout le sujet à ce niveau-là. Donc, mais juste, enfin, le nombre de jetons qu'il avait me semble assez énorme en fait. Et comme le disait quelqu'un dans le chat, le problème c'est qu'il n'avait pas, il y avait pas assez de liquidité pour liquider la position de Michael, ce qui aurait pu entraîner une bad debt sur AAV et Fraxlen. Donc ça dépasse Curve et ça commence à foutre le bordel sur d'autres protocoles. Et notamment, ça aurait pu créer aussi de la panique sur, comme dit, AAV et Fraxlen. AAV qui a un jeton de gouvernance. Il faut savoir qu'on l'a écrit normalement dans cet article, mais il faut savoir que le fondateur d'AAV, lui aussi, il a emprunté énormément d'argent. Tu vois, la chute abrupte du CRV a apporté une nouvelle préoccupation, menaçant potentiellement une liquidation de la position d'emprunt de 70 millions de dollars du fondateur d'AAV. La gestion du risque a même suggéré qu'à AAV de stopper l'emprunt de jetons CRV pour éviter une crise plus large. Bah, la DeFi, même si elle est décentralisée, il y a quand même des corrélations parce qu'il y a des baleines partout. C'est ce qu'on avait vu aussi avec le crash de Luna à l'époque. Donc, si vous êtes investisseur en crypto, et c'est moi qui vous le dis, alors que moi je suis un grand... quasiment tout mon fric est en crypto aujourd'hui, et je ne vais pas dire que c'est quelque chose de regret, je l'assume, mais c'est pas quelque chose que je vais continuer de faire. Ne mettez pas tous vos bits dans le même panier parce que le problème c'est que dès que tu as un souci collatéral sur le marché des cryptos, bah justement ça porte bien son nom, c'est collatéral, ça fout le bordel partout. Et que toi tu te dis, bon bah voilà, le problème il arrive sur Curve, moi je suis sur AAV, je m'en tape, mais potentiellement la crise elle va arriver sur AAV, peut-être qu'elle va arriver sur Yearn Finance, etc., etc. Donc faites attention à ça. Moi je vous invite, si vraiment vous voulez comprendre tout ce qui s'est passé, eh bien vous allez sur l'article du Coin Hebdo que je vous mets en description pour que ceux qui nous écoutent sur YouTube, et vous avez le thread de Hawk qui a
parfaitement bien résumé la situation. Et la situation n'est pas encore terminée. Parce que justement, le hacker qui a vidé pas mal de pools de liquidités a été attaqué par Curve et par Alchemix qui lui ont proposé un deal en lui disant écoute, tu peux garder 10% de ce que tu as volé, mais tu nous restitues le reste et on te promet de ne pas venir te casser la tête. Et le hacker, il a rendu des fonds à Alchemix. En revanche, il n'a pas rendu les fonds à Curve. On a eu la nouvelle de 1 heure avant qu'on lance le live, Léo d'ailleurs. Et donc là, la prochaine étape, c'est que, eh bien, au lieu que les 10% restent dans les poches du hacker, eh bien, ce sera pour la communauté. C'est à la communauté de trouver le hacker. Et si elle trouve le hacker, eh ben, elle va pouvoir se garder les 10% des fonds une fois qu'ils seront restitués. Donc, après action en justice, etc., etc. Donc, c'est la guerre. Et le hacker est très confiant. Il est absolument convaincu qu'il ne sera pas attrapé. Donc, il joue au petit malin. Et je pense qu'il voulait beaucoup plus de 10%. Donc, c'est pour ça qu'il l'a joué comme ça. Mais j'ai pas compris, Ensuite, il a remboursé, il a pas remboursé? il a remboursé Alchemix, mais il n'a pas remboursé Curve. Donc, affaire à suivre. Et nous, on continuera de vous tenir au courant sur Coin Academy. Ensuite, on a FTX 2.0. La situation évolue. Donc, à ce stade, ce qu'on sait, c'est que oui, ça va être relancé. On sait aussi que le jeton FTT, pour le moment, n'aura absolument aucune utilité. Ils en ont pas parlé, donc on imagine que pour le coup, il n'en aura vraiment aucune utilité. Et surtout, vas-y, Léo. J'en parlais, de te couper, mais j'en parlais avec des amis à moi. En fait, le problème, c'est que s'il relance et que le FTT est un peu au centre de la relance de FTX, en fait, FTT peut être considéré comme une security. Et donc, c'est double problème, en fait. Donc, finito FTT. Et surtout, si vous aviez du FTT, je crois, sur FTX, eh bien, sachez qu'il n'a plus de valeur et qu'aujourd'hui, on ne vous donnera pas l'équivalent. À prendre avec des pincettes, parce que le FTT, certes, il a baissé, mais je m'attendais à ce qu'il baisse bien plus que ça. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on comprend pas ou qu'il y a, tu vois? En tout cas, moi, c'est ce que j'avais compris aux dernières nouvelles. Donc, moi, je les short le FTT, donc. Et donc là, comment est géré le dossier? Tu as les clients internationaux hors américains. Tu as les clients américains et après, tu as d'autres types de clients comme des partenaires FTX, etc. Et donc, il va y avoir des niveaux de priorité, à commencer par s'occuper des cas des clients non américains et des américains et puis d'autres personnes. Et le remboursement ne se fera pas exclusivement en espèces, il se fera aussi avec d'autres types de valeurs comme des valeurs mobilières, des jetons et d'autres types de participation comme peut-être, je sais pas, de l'actionnariat dans FTX, etc. pour justement pouvoir relancer la machine le plus rapidement possible. Voilà. En sachant que s'il y a une relance de FTX, elle se fera pour les clients non américains. En tout cas, dans un premier temps. Donc, c'est pour ça qu'il parle d'entité offshore. Quand on parle d'offshore, c'est pour dire hors américain. Voilà. Après, donc, tu as le Congrès américain qui interpelle Apple sur sa politique à l'égard des blockchains et des NFT. Il faut savoir qu'il y a quasiment un mois, Google a mis à jour sa politique de confidentialité par rapport à son store Google pour tout ce qui est téléphone, Android, etc. pour accepter tout ce qui était business, blockchain et NFT. Ce n'est pas le cas de Apple. Apple continue de faire la guerre, surtout aux NFT, en fait, en réalité. Donc, il y a eu 2 exemples qui ont été donnés. Il y a notamment le fait que Coinbase, sur son application, ils ont bloqué la partie NFT. Et ça a été pareil pour Axie Infinity, qui s'est plaint que, apparemment, pour pouvoir être en phase avec la politique de Apple, ils ont été obligés d'alléger leur application. Donc, du coup, ça fait que le jeu Axie Infinity sur mobile, il est beaucoup moins complet. Donc, ça évite l'innovation. Donc, du coup, le Congrès américain a envoyé un courrier à Apple pour dire c'est quoi la stratégie en fait, parce que là vous empêchez l'innovation, c'est un peu contre les valeurs des États-Unis d'Amérique, donc c'est quoi le problème? Et Apple s'est défendu pour dire non, c'est pas pour bloquer l'innovation, c'est que nous on fait ça pour des questions de sécurité, piratage, etc. C'est vrai que on peut reprocher à Apple de prendre énormément de commissions sur les achats, qui sont de l'ordre de 30%, mais jusqu'à présent, quand tu utilises une application sur Apple, c'est pas une application où tu te retrouves avec ton téléphone virusé, tu perds tes mots de passe, tu perds ton fric, etc. Donc les deux terrains s'entendent, mais toujours est-il que malgré cette lettre-là, la situation reste inchangée et c'est pas idéal de faire un business crypto sur le store de Apple. Ensuite, moment fun, on va parler du meme coin Bold, donc qui a fait beaucoup de bruit, on en parlait en début d'émission. Bold, c'est un meme coin qui est sorti sur le layer 2 de Coinbase, qui s'appelle Base. Je disais plutôt, c'est un layer 2 qui fait énormément de volume en ce moment. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un des premiers meme coin ou peut-être même le premier, donc il y a des gens qui ont spéculé dessus. Très rapidement, le meme coin a pris pas mal de capitalisation. Ce qui s'est passé, c'est que le fondateur du meme coin, qui avait énormément de jetons, s'est retrouvé très riche et il a fait un market sell sur le marché de 7000 Ethereum qui a envoyé le prix quasiment à zéro. Il a fait moins 97% d'un coup. On a une superbe charte
pour l'illustrer. Donc autant vous dire que un acheteur, quand il voit ça, il achète pas. Hein. Il dit ok, bon bah fin. Et le créateur du meme coin s'est défendu en disant ouais, moi là-bas je voulais pas vendre, je voulais retirer de la liquidité et en rajouter, mais ça ressemble plutôt à un rug pull. Et en fait, ça fait beaucoup de bruit parce que, comme je le disais plus tôt, pas mal de gens pensent que potentiellement tu avais SBF ou des gens d'Alameda Research qui étaient derrière ce meme coin pour la simple et bonne raison que par exemple le protocole Serum qui était un peu le protocole de trading d'altcoin sur Solana. Ce Twitter de protocole a été rename. On a un nom de profil, j'ai même plus le nom sous la main. Mais du coup, ce nouveau profil a chill ce shitcoin au tout début. Je dis, mais du coup, ils se connaissent les mecs, c'est quoi le délire? Et c'est pas la première fois qu'on voit des trucs comme ça. Et tu te dis Mais que il y le a monde est vraiment d'autres choses petit. aussi, hein. Comme quoi le séquenceur ou je sais plus le déployeur du contract, etc. était relié à des adresses d'Alameda. De Oui, mémoire. j'ai vu passer ça aussi. Il y a eu plein de trucs shady liés à Alameda. Alameda, on les retrouve partout en fait. T'as l'impression qu'ils avaient leur nez absolument dans tout. Et- Pas que dans Bold hein, d'ailleurs. Et puis la manière dont le mec qui gérait le compte Twitter Bold tweetait et ressemblait en fait à la manière dont SBF tweetait à certains moments et Oui. tout. Et du coup en fait les gens ont suspecté ou suspectent en tout cas SBF d'être derrière. Alors on peut pas tirer de conclusion définitive, mais en tout cas c'est ce que ça laisse un petit peu présager, ou en tout cas que ce serait quelqu'un dans l'entourage de SBF, je sais pas. Bah c'est ça, tu vois, ça fait des corrects en mode Elon Musk, en mode SBF. Et tout ça, ça peut être du honeypot aussi. Je vous invite à regarder d'ailleurs la série Mr. Robot. Le principe d'un honeypot, c'est quoi? C'est de jouer un leurre, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre pour lui faire porter le chapeau, tout simplement. Ouais. Et ça, il peut parfaitement le faire. Ça peut être quelqu'un de totalement différent. Par contre, effectivement, il y a bien dans les devs de Bold une adresse Alameda et ça, on aimerait comprendre pourquoi. Sachant qu'on n'a toujours aucune nouvelle de Trabuco. Hein. Ceux qui connaissent pas Trabuco, Il a c'était disparu l'ancien... le frérot. C'était l'ancien CEO d'Alameda. Le dernier tweet qu'il nous a fait, c'était pour dire ouais, bah. Ah, plus pas les cool potes. Ce qui s'est passé. Pas cool ce qui s'est passé. J'espère que ça ira mieux plus tard. Ciao, les gars. Et depuis le 8 novembre, plus de nouvelles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien Trabuco dans cette histoire? Peut-être. La question reste ouverte. Et je suis très très sérieux quand je vous dis ça. Ensuite, petite parenthèse, on a Yuga Labs, l'entreprise derrière les Bored Ape, qui ont racheté les collections aussi CryptoPunk, etc., qui viennent de s'offrir une entreprise qui est spécialisée du coup dans tout ce qui est musique, métaverse, etc. Et cette entreprise va participer à l'élaboration du Metaverse Otherside. D'ailleurs, on a fait un article sur le Metaverse Otherside qui est toujours pas sorti, qui va être probablement un des projets métaverse les plus sérieux du marché crypto, jusqu'à preuve du contraire, mais en tout cas du peu d'images qu'on en a vu et des démos qui ont été faites, démos publiques, ça s'est plutôt bien passé. Et donc l'idée c'est de proposer, merci pour le sub Linfray, c'est de proposer un univers vraiment sympa avec, tu vois, entre autres une île virtuelle servant de clubhouse pour les gens qui font partie de la communauté Bored Ape, et essayer de proposer un métaverse musical aussi Je pour vois. rendre le truc sympa. Il y a quelqu'un qui rigole dans le chat, mais en vrai, je pense que c'est ceux qui ont le plus avancé et qui ont le plus charbonné. Et tu vois même qu'en ce moment, ils charbonnent toujours autant. Et je sais pas si ça fait partie des news de cette semaine, mais d'ailleurs, en fait, il y a un qui fait partie d'Animoca, et Animoca, on sait qu'ils sont très liés à Yuga, qui ont lancé VRECLIP, c'est ça. Et dedans, le jeton en fait de VRECLIP, ce sera le ApeCoin en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est cette news, peut-être que tu peux la mettre dans le chat. Je sais pas si on va étayer là-dessus, mais en tout cas, ça a l'air très concret. Ils ont l'air de vouloir avancer assez rapidement, et j'étais assez surpris, tu vois, parce qu'on est en bear market. Tu te dis qu'ils ont pas forcément envie de faire du marketing ou de lancer des trucs, et au final, ils ont l'air d'être quand même assez proactifs. Donc je vous invite à checker la news directement dans le chat. C'est un signal faible, mais qui est intéressant. Bah moi je trouve ça particulièrement intéressant dans le sens où Animoca, d'ailleurs j'ai eu la chance d'interviewer le fondateur, on n'a toujours pas sorti l'interview, il va falloir que je me magne, quitte à ce que ce soit moins bien monté. Animoca, c'est une boîte qui s'est spécialisée dans un second temps dans le gaming Web3, parce qu'à la base ils faisaient d'autres trucs dans le gaming, et eux ils ont dit bon bah c'est le gaming Web3 mais nos billes là-dedans. Et ils essaient de se rapprocher de plein d'entreprises qui sont spécialisées dans le développement de jeux vidéo, dont Eden Games. Je vous le dis parce que j'ai été en contact avec Eden Games pour un projet. Je ne vais pas vous en parler plus que ça pour le projet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Eden Games, c'est une grosse boîte lyonnaise qui en fait plein de jeux.
dont des jeux que vous connaissez, hein, des jeux qui ont marqué l'histoire. Hein. Test Drive Unlimited et tout. Ouais. Test Drive Unlimited, tu vois, des jeux C'était sur encore plus à mobile, droite, Alone in the Dark sur PlayStation 3, Kia, gros, putain, Kia, les gars, si vous avez joué à Play 2, vous avez joué à Kia, c'était un jeu de plateforme incroyable, j'en ai les larmes aux yeux quasiment. Gros studio, et là, de se dire qu'Animoca, ils envoient des billes pour faire des jeux sympas, c'est pas Valorant, c'est pas League of Legends. Mais là, en l'occurrence, on est sur un petit jeu de combat où il y a de la couleur, il y a des animations qui sont correctes. Non, c'est bien fait. Ouais. Après, on verra ce que ça donne en live, mais en tout cas, intéressant à suivre. Et si vous êtes passionné de jeux vidéo, bah regardez ce que fait Animoca. En suivant les bons sites, vous allez voir où ils placent leurs billes et voir une collaboration entre Yuga qui font les choses très bien et Animoca qui font les choses très bien. Ça peut que donner quelque chose de très intéressant. Je vais me manier sur les actualités. On va reprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le Coin Hebdo? Ben, c'est à peu près tout, en fait, pardon. Dans le Coin Hebdo, c'est à peu près tout. Nous, on vous a sorti pas mal d'analyses fondamentales aussi. Donc, sur le site, vous avez Liquity, qui est un stablecoin totalement décentralisé, backé par des Ethers. On vous en parle du stablecoin. On vous parle justement de la plateforme DeFi pour aussi participer à Liquity. En sachant qu'au niveau du collatéral, vous avez besoin que de 110% de collatéral en Ether pour pouvoir emprunter du stablecoin à l'USD. C'est beaucoup moins que de nombreux projets DeFi. J'ai lu qu'il y avait un gros, je sais pas si c'est Binance ou un autre, qui travaille sur un stablecoin algorithmique aussi. En algorithmique? Ah, ça, je... Ou je sais plus, en tout cas un gros, je sais plus qui c'était. Peut-être que quelqu'un dans le chat a lu la même chose sur Twitter. Mais, Bah, la semaine dernière, on en a parlé dans la masterclass, t'as Binance qui a émis un nouveau stablecoin avec un partenaire, avec 11 millions. Mais je crois que c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, j'ai pas vu. Et t'as le GHO d'AAV aussi. On a fait une analyse d'Arbitrum aussi. Voilà, et on a fait une analyse de WorldCoin pour les intéressés, pour vous expliquer du coup qu'est-ce que c'est, le sous-jacent, etc. Et qu'est-ce que c'est l'application World ID et qu'est-ce que c'est l'application... On n'a pas parlé du hobby aussi. Hein. On a tweeté hier, peut-être que tu veux link les Twitter, etc. Enfin, les tweets, etc. Mais en gros, la menace un petit peu qu'il y a sur Huobi, c'est que globalement, si tu avais des USDT ou des Ethereum, ils t'ont filé des ST USDT et des ST ETH. Et en gros, pour faire simple, donc ils te donnent des jetons équivalents qui sont backés par des vrais USDT et des vrais Ethereum, et leur but derrière, c'est de récupérer du yield via la DeFi ou via des bons du trésor américain, etc. Et en fait, on s'est aperçu que la majorité des coins, des vrais USDT ou Ethereum, étaient plus ou moins dans des wallets de Justinson, et que derrière, en fait, des vrais USDT ou des vrais Ethereum disponibles sur Huobi représentaient, pour les stablecoins, je crois que c'était 10% du montant qu'ils doivent à leurs utilisateurs, et pour Ethereum, c'est 50%. Donc ça veut dire que globalement, leurs utilisateurs avaient pour l'équivalent de 141 000 Ethereum, mais maintenant il n'y en a que 70 000 dans les wallets de Huobi, et le reste est dans des wallets de Justinson, etc. Et de même pour les stablecoins, je crois qu'il y avait pour 600 millions d'USDT, et maintenant il n'y en a que genre quelque chose comme 60 millions d'USDT sur la plateforme, le reste étant dans des wallets de Justinson, etc. Donc peut-être tu peux link les tweets qu'on a fait sur Coin Academy qui expliquent vraiment bien ça, qu'on a partagé dernièrement, qui font vraiment état de la situation dans laquelle on a vraiment bien étayé. C'est dans les derniers tweets, je crois. Ouais. Ok, voilà. Remonte, ouais. T'as ça, et puis t'as un autre tweet qui est bien plus complet. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, on vous laissera aussi les tweets en description. On a un thread Twitter qui est très complet sur ça. Mais pour vous, voilà, pour faire très rapide, possiblement insolvabilité et entre autres des gens qui travaillent dans Tron qui se sont fait ramasser par la police chinoise. Et maintenant la question se pose, est-ce que apparemment. Oui, apparemment. Est-ce que ces gens vont baver sur Justinson? Quel impact ça va être pour Justinson? Je ne sais pas. Voilà, affaire à suivre. Quel impact du coup sur Tron? Quel impact sur l'USDT qui est mis sur Tron? Mais la dinguerie, c'est qu'il y avait des Merkle Tree audits, donc tu pouvais checker sur ton compte si ils avaient bien les réserves, etc. Et depuis un mois, le Merkle Tree audit qui est disponible sur leur site ne fonctionne plus en fait. Ouais. Donc ouais. Désolé, je maîtrise pas assez de sujet, donc j'ai pas envie de meubler en parlant. Après, ça fait un moment que Huobi c'est un peu bizarre, etc. Enfin, en tout cas, ça fait un petit peu peur. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, allez sur le Twitter Coin Academy, on a vraiment tout couvert à ce niveau-là. On a été très réactifs hier. Yes, et on va terminer cette émission. Du coup, sachez que l'Australie est en train de tuer gentiment le cash en limitant dans certains cas à $500 par retrait les retraits en cash pour passer sur un
monde totalement cashless. Nous, ça va arriver aussi à horizon, je pense, 2029-2030 en Europe. Donc, préparez-vous. La seule alternative solide au cash aujourd'hui, c'est les cryptos. Et pour être précis, Bitcoin et Monero. Hein. Donc, voilà. Faites-en ce que vous voulez. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Et écoutez, moi, j'ai fait pas mal de tweets Fonda cette semaine. De concert avec mes analyses en live. Vous savez que moi, je suis très branché Next Bull Run modularité. À l'époque, la modularité, voilà, c'était les quelques layers 2 sur Ethereum. Aujourd'hui, ça va plus loin que du layer 2. Il y a le sequencing, il y a des produits pour pouvoir émettre très rapidement des roll-ups, il y a des bridges, etc. Je ne maîtrise pas encore tous les projets. En tout cas, on en a analysé pas mal en vidéo. On va en analyser d'autres. Et pour ce que je ne connais pas, je vais inviter des gens beaucoup plus à l'aise que moi, comme Abdel et autres, dans des émissions Twitch pour pouvoir vous en parler. Donc, c'est l'instant publicité. Je remets un petit coup de ma chaîne YouTube en perso. J'essaie chaque semaine de vous faire des live Twitch sur ma chaîne Twitch Capet, qui est disponible en description avec celle de Pixo, bien entendu, pour suivre ces émissions le dimanche, où je vais analyser une multitude de projets et ensuite vous allez avoir un condensé de ces analyses directement sur YouTube en version bien condensée, bien sympa, avec timestamp et lien utile en description. C'est-à-dire que vous allez sauter directement sur ce qui vous intéresse si vous voulez pas tout. Je vous liste tous les projets qui sont listés et dans les analyses qui sont faites, il y a une documentation qui est faite aussi où j'essaie d'étayer à peu près ce que j'ai compris par rapport à certains projets. Comme ça vous permet ensuite de pouvoir diguer de votre côté si altcoin il y a ou airdrop il y a. Je voulais juste partager aussi rapidement ma chaîne parce que j'ai sorti des interviews qui sont plutôt cool, notamment avec Profchain. Donc si l'analyse on-chain vous intéresse, eh bien je vous invite tout simplement à checker cette vidéo qui est très complète. On fait 1h20, on parle de l'analyse on-chain vs l'analyse technique, à quoi ça ressemble. Dans cette interview, il nous a aussi fait une belle démonstration en live de l'analyse on-chain avec pas mal de choses qui sont mises en avant. Donc ça c'est très cool. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'interview avec Kin, franchement, je me suis régalé dans le sens où j'ai tout simplement loué un petit studio et la qualité est juste folle en fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est l'interview avec Kin. Et Kin, concrètement, c'est la plus grosse solution en white label, en B2B pour staker. Donc quand vous stakez sur Ledger, vous stakez probablement via Kin. Quand vous stakez via Bitpanda, vous stakez probablement via Kin. Quand vous stakez, enfin bref, plein d'applications, d'exchange, etc. et utilisent Kin. Et aujourd'hui, ils ont pour plus de 3 milliards de dollars qui sont stakés chez eux. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, lien dans le chat et en description. Et ouais, franchement, je suis très très content de l'interview qui est posée à ce niveau-là. Et le mec est vraiment ultra pertinent. D'ailleurs, c'est le CEO de Kin, tout simplement. Voilà. C'est top. Donc vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent moins nos activités, on a 3 chaînes du coup. On a notre chaîne perso à nous, donc celle de Picsou, la mienne, Capet, tout ça je vous le mets dans la description de cette rediffusion sur YouTube. Vous avez la chaîne de Coin Academy, donc vous avez du contenu tout le temps. Vous avez du contenu tout le temps. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous intéresser aux cryptos. Et si votre niveau en crypto est limité, vous avez des formations gratuites aussi sur Bitcoin et Ethereum sur le site de Coin Academy et bientôt au format vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous aurez tout. Une vidéo par jour sur Coin Academy. Une vidéo par jour, donc avec des sujets qui sont très intéressants, très variés, etc. Je vois encore pas mal de messages sympas par rapport à l'interview, etc. Merci les potes, ça fait vraiment méga plaisir. Sur que quand on met les efforts et on essaie de faire des choses proprement, avoir des messages positifs comme ça fait chaud au cœur. Et on va essayer de continuer à step up dans ce sens. Donc, ça marche. Donc voilà, mais la chaîne YouTube, vraiment qui est très quali. Vous avez du contenu tous les jours, hyper varié, sur la régulation, sur le YouTube Game, sur WorldCoin. Donc vous avez des interviews de moi, de Capet, de nous deux. Même une interview d'un des plus grands avocats en France quand il s'agit de crypto. Donc vous avez vraiment du très très lourd. D'ailleurs, on n'a pas sorti de vidéo aujourd'hui, c'est ma faute, j'ai oublié de programmer. Mais bon, on a du rap pour le mois d'août, soyez rassurés. Le message qui fait plaisir. On va peut-être donner envie aux gens de s'intéresser un peu plus au trading, ou en tout cas l'analyse graphique. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ces contenus sont hyper intéressants parce que ça nous permet de step up, mieux comprendre cet écosystème et parler juste avec des cracks en fait. Des gens qui sont super chauds dans leur domaine et c'est comme ça qu'on apprend des choses. Voilà, on va couper l'émission là-dessus, je pense. On essaie d'être un petit peu en dessous des 2 heures. C'était toujours un plaisir d'être avec vous, tout le monde. On se retrouve de toute façon cette semaine de mon côté pour des lives, soit des interviews, soit de l'analyse fondamentale, soit du gaming, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'espère que ça va vous plaire. Nous, on prend pas de vacances. Enfin, on en prend un petit peu, mais on essaie toujours de s'organiser de sorte à ce que vous ayez du contenu. Donc voilà, vous avez tous les liens qu'il vous faut en description sur YouTube. Si vous avez aimé cette émission et que vous nous écoutez sur YouTube, laissez un petit commentaire pour l'algo. Ça fait toujours plaisir. On a bientôt les 7000 abonnés sur la chaîne Coin Academy. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Tchuss les gars.